parce que là on est bon dans, dans 10 secondes. C'est bon? Et bonsoir à tous. Salut. Salut Steve. Salut Stéphane. Comment ça va? Bah écoute, ça va bien, ça va bien, ça va bien. Passé après une semaine bien compliquée, avec l'annulation à 2 reprises de l'émission quand même. Eh oui, eh oui. Bah Ah la écoute, c'est les dure. aléas. Moi j'ai failli pas être connecté ce soir, hein. Mm, La La, du- famille est à moitié malade. Moi pour l'instant je passe un peu à travers, mais mm. t'es mal barré. Bon, on est là, on est présent. La dure loi de l'internet. C'est ça. La Ah dure loi Pierre de là, l'internet. on est assez impuissant. Sinon, à part ça, qu'est-ce que t'as fait de beau là depuis? Ben du coup, ça faisait 15 jours qu'on n'avait pas fait d'émission, 3 semaines exactement, oui. Ouais, ouais. Qu'est-ce que t'as fait de beau pendant ces 3 semaines sur ton stream? T'as avancé Alors, du coup ton slider? ouais, j'ai fini en fait. On avait en live la dernière fois, dernier épisode. Je pensais que ça marchait pas, mais en fait, ça avait 3 bricoles à mettre à jour dans le code et ça a tout de suite marché, donc c'était impeccable. Mhm. Donc c'est bon, j'ai bien les allers-retours qui se font, il s'arrête quand il a le capteur qui est détecté, je peux régler ma vitesse, c'est bon. Et puis là, je suis parti sur un petit port USB, enfin micro USB pour Mhm. pouvoir l'alimenter avec une batterie externe. Il manque un petit peu de puissance, mais normalement pour un téléphone, ça devrait suffire. Si je mets un appareil photo, c'est sûr, ça suffira pas. Mais avec un Ouais. téléphone, c'est bon, il pourra gravir des petites pentes et puis faire un slide du coup en oblique, pas que en horizontal. Donc ça y est, Mhm. c'est fini. Je vous présente le modèle vraiment final jeudi sur la chaîne. D'accord. Bon bah c'est cool tout ça. C'est Voilà, cool. puis bon, d'autres projets à venir, hein, bien sûr. C'est parfait. Bah moi Et ça a été toi, un t'as peu avancé? bah moi ça a été un peu calme hein, pendant une grosse semaine, on en parlera rapidement dans l'émission ce soir, mais ça faisait quand même la semaine qui a suivi la sortie de Pokémon, pas pouvoir streamer, parce que du coup je ne joue au jeu qu'en stream. Donc Hmm. du coup j'ai dû bouffer mon frein à ne pas jouer et bah du coup j'en ai profité pour faire autre chose, regarder des séries. Te coucher Voilà, tôt. je me suis couché tôt, non, pas forcément. S'il y a eu un soir Si, où je me suis couché très tôt, mais il y a ouais, c'est eu ça, tu des... m'as dit un soir, tu t'es couché à genre 9h. Ouais, c'est ça, bah, je crois que c'est le premier soir. Le premier soir, ça m'a tellement énervé de pas avoir d'internet que voilà. Enfin Désespéré, bref. quoi. Voilà, donc une petite semaine pépère, avec un peu de craquage. Toujours. L'achat demain, donc on pourra commencer demain la Saturne 5 en Lego, la fusée Saturne 5. Et puis voilà, donc non, non, c'était une bonne semaine quand même, malgré le manque d'internet. Dac. Donc voilà. Bon bah du Ouais, moi, coup, petit craquage pour la Black Friday aussi. ah, Un petit routeur Wi-Fi qui me pose des problèmes ce soir. J'ai dû passer par mon ancienne box pour me connecter parce que le routeur, il fait pas ce que je veux. Et puis, si je me suis commandé quand même des têtes thermostatiques connectées pour pouvoir continuer la domotique chez moi et piloter mon chauffage de manière un peu plus précise. ok. Ouais, c'est vrai que c'était le Black Friday. J'ai trouvé que c'était, je sais pas, cette année je l'ai trouvé décevant ce Black Friday. Ah ouais, J'ai pourtant pas il y avait des offres. trouvé. Ou alors c'est peut-être moi qui avait pas de besoin particulier comparé à d'autres années. Parce qu'en fait, j'ai acheté quelque chose qui sera une surprise pour le stream de normalement jeudi si tout Hmm. se passe bien. Mais du coup, c'était même pas une offre Black Friday. Donc voilà. Donc non, Pur craquage. cette année Black Friday moyen. De mon côté, il n'y a pas eu. Tous les craquages qu'il y a eu n'étaient totalement en dehors du Black Friday puisqu'il n'y avait aucune promo sur ces éléments-là. Donc Bon. voilà.
Donc voilà. Dac. Bon, allez, Allez, on va attaquer. on attaque. Eh ben Allez, écoutez, attaquons. j'en parlais au tout début là, du stream. Ben, en effet, le 19 novembre dernier est sorti Pokémon Diamant étincelant et Perle scintillante. Alors que cette génération-là, qui était la 4e génération de Pokémon, fête ses 15 ans. Les dresseurs sont aujourd'hui appelés de nouveau à fouler le monde de Sinnoh dans cet opus remis au goût du jour d'un point de vue graphique. C'est toujours la même histoire, on retrouve les mêmes champions, voilà, c'est vraiment la même histoire. Et on retrouvera donc 150 Pokémon à attraper, ce qui fait à peu près aussi au niveau de l'histoire 35-40 heures de jeu, mais beaucoup plus bien sûr si on veut compléter le Pokédex. Donc voilà, Comme d'habitude chez Pokémon. c'est la grosse sortie, c'était la grosse sortie vidéoludique de cette quinzaine. Aujourd'hui, on n'a pas les chiffres justement de savoir combien d'exemplaires avaient été vendus ou précommandés. Je pense que on refera un petit topo rapide dans une prochaine news, mais j'imagine que ça a encore été un succès retentissant pour Pokémon Company. Ah Et oui, pour j'ai pas les Nintendo. chiffres exacts, mais c'est un carton plein. Nintendo a encore fait carton plein. Je sais pas comment ils font. Ça sera le but du débat tout à l'heure. On essaiera C'est ça. de C'est ça. comprendre. On Alors, je suis en essaiera train de regarder en parallèle notre multi-Twitch Oui. et je m'aperçois que d'un côté, moi, je suis bien en mode miroir, quoi. Donc, vous devez bien me voir à l'endroit. Mais par contre, de l'autre, c'est sur ta chaîne, je suis à l'envers, je crois. Ou c'est sur la mienne que je suis à l'envers. Ah, j'ai pas regardé, je t'avoue que je suis pas connecté à notre multi-Twitch. Je vais aller le lancer. Bref, il faudra qu'on règle ça en off, mais ouais, Ouais. je suis pour essayer de suivre les deux chats sur nos deux streams. Et, C'est vrai que je ouais, le fais habituellement, mais là je l'ai pas fait. alors qu'il y a un décalage, c'est une chose, mais effectivement, d'un côté je tourne à gauche, de l'autre côté je tourne à droite. Bon, D'accord. c'est pas grave. C'est bizarre, c'est mon Discord qui. C'est peut-être le Discord qui réinverse la vidéo, ouais. Ou Je c'est sais peut-être pas. chez moi, hein. Ah oui, c'est peut-être. Ouais. C'est sur mon stream en fait que c'est inversé. Alors, Ok. ah ouais, mais j'avais peut-être pas dû le faire, il faut que moi j'inverse mon image en fait. Peut-être. Peut-être. Bon, Enfin je bref. réglerai ça. Je vais régler ça en parallèle. Ok. Bref, Ben, comme tu du dis. coup, donc voilà, c'est la première news. Donc, encore un succès pour Nintendo. Bravo Nintendo. Bravo Nintendo, ouais. Justement, moi j'enchaîne sur un sujet alors, qui est d'actualité depuis un petit moment, mais là il y a une vidéo qui a popé il y a quelques temps. Je vais vous mettre le lien dans les chats. En fait, c'est un YouTuber américain qui dénonce ouvertement différentes sociétés qui partagent, on va dire, des intérêts justement sur la spéculation du jeu vidéo rétro. Donc ça fait un peu lien avec cette sortie de Pokémon parce que c'est du neuf dans du vieux. On en parlait dans une première émission sur les remakes, reboots et tout ça, mais là on est aussi dans le côté rétro et il y a une énorme spéculation ces dernières années sur le jeu vidéo rétro. Et là en fait pour donner un petit peu le contexte, c'est deux sociétés il y en a une, c'est une société spécialisée dans les ventes aux enchères de jeux vidéo rétro. Elle s'appelle, je vais retrouver. Où est-ce que, parce que je l'ai écrit dans le... Heritage Auction, ça, non? Heritage Auction, voilà. Heritage Auction, donc, est spécialisé dans la vente aux enchères de jeux vidéo rétro. Et d'un autre côté, on a Watagame, qui est une société spécialisée dans, on va dire, l'estimation de jeux vidéo rétro, de leur qualité, leur rareté et tout ça. Comme on peut trouver pour des cartes Pokémon, d'ailleurs, des sociétés qui analysent un petit peu
l'état des cartes, leur rareté et leur valeur du coup sur le marché. Et en fait, les dirigeants sont cul et chemise. C'est même les dirigeants de chaque société qui sont possesseurs d'un jeu qui est revendu par l'une, réestimé par l'autre, qui fait artificiellement monter sa valeur, et du coup ça tourne en boucle, et à chaque fois les jeux reprennent de la valeur pour être revendus. Et là on a atteint une vente record pour un jeu vidéo, alors en état impeccable, j'ai rien à dire là-dessus, hein, c'est un état parfait. Mais il a quand même été vendu 2 millions de dollars. Je sais pas si vous vous rendez compte, un jeu vidéo, et on parle pas d'une perle rare, on parle d'un jeu Super Mario Bros, premier du nom sur NES. C'est pas un jeu non plus d'une rareté incroyable. C'est un des jeux qui a été les plus distribués sur la machine. Pour faire un petit peu l'historique, donc ça a été en 2021, c'est récent. Il était vendu en 2017 30 000 dollars. En 2019, il a été revendu pour 100 000 dollars. Enfin, le même jeu, on parle bien du même jeu là. Il a fait 30, 100 000 et là 2 millions de dollars. Ça a battu le précédent record qui était Mario 64, 1,56 million de dollars. Et record encore précédent, 870 000 dollars pour le premier Zelda sur NES. Et ça, on parle d'un record pour le Zelda du 11 juillet 2021. Mario a été vendu après, en 2021 toujours, mais après juillet, et c'est 2 millions de dollars. On passe de 870 000 à 2 millions. Enfin, c'est la folie, c'est la folie. Et ben en fait, ouais, c'est que de la spéculation. On est comme dans le domaine boursier, quoi. Donc ça devient hallucinant. Et donc là, la vidéo de cet homme-là explique dans les détails, si ça vous intéresse, je vous encourage à aller visionner. Alors c'est en anglais. Mais vraiment, c'est hyper intéressant. Mais je me souviens qu'il y avait une très grosse vente à l'époque, mais c'était la cartouche originelle qui avait été retrouvée, où elle avait été estimée, pareil, plusieurs centaines de milliers de dollars, mais là, il y avait un vrai intérêt, c'était la cartouche originelle. Ce qui n'est pas le cas de celle-ci. Non, là, c'est juste une cartouche neuve sous blister, bon, qui a 40 ans, c'est sûr, mais on parle d'un jeu neuf sous blister, quoi. Et puis, un des jeux les plus distribués, c'est pas une rareté. Voilà, c'est... Alors oui, peut-être que lui, il a le petit icône Nintendo un petit peu en doré, c'était un tirage limité. Ok, j'ai aucun... rien à dire sur l'aspect rare et exceptionnel du jeu, mais 2 millions de dollars, je veux dire, le jeu, on le trouve en brocante à 35 balles aujourd'hui. Et encore, parce qu'il est coté, hein, 35 balles. Hein. Il y a une dizaine d'années que ça, c'était 5 balles sur une brocante, quoi. Enfin voilà, moi ça me sidère, et donc je voulais vous partager ça aujourd'hui dans les news. Pour compléter, je vais vous mettre aussi le lien d'un autre youtubeur qui est Conquerax, qui cite justement cette vidéo, et lui, c'est un youtubeur français, et au moins vous aurez des explications en français. Alors c'est un peu plus condensé, mais pour les comment dire, les allergiques à la langue anglaise, vous avez au moins une vidéo qui vous explique ça en français. Alors, voilà pour cette news. News suivante. On va parler de Meta, la vision du futur de Mark Zuckerberg. En fait, Meta, qu'est-ce que c'est ? C'est il y a ça un peu plus de... environ un mois maintenant. Mark Zuckerberg, lors d'une conférence de presse aux États-Unis, a annoncé que Facebook allait changer de nom. Et allait s'appeler Meta. Il a expliqué quel serait le but de cette nouvelle société nommée Meta. Le but premier de la société, selon lui, sera de faire naître le métaverse et d'aider les gens à se connecter, trouver leur communauté et faire grandir des entreprises. Pour Mark Zuckerberg, le métaverse est l'un des plus gros projets qui n'a jamais été mené. Il pense ainsi recruter pas loin de 10 000 nouvelles personnes sur 5 ans. C'est quand même énorme. Pour développer ce concept de monde virtuel. Parce que voilà, le métaverse, c'est ça. Vous avez vu le film Ready Player One, où vous aviez des personnes qui étaient dans des combinaisons avec un casque virtuel. Le métaverse, ce sera un monde virtuel auquel on sera connecté par ce type d'appareil. Et donc, Meta a déjà annoncé la sortie d'un premier prototype de gants qui permettra de ressentir les objets du monde virtuel. Ils ont déjà créé un proto
Et ce proto permet en fait, on en parlera un petit peu plus tard dans l'émission, mais voilà, ce proto, on aura des sensations de toucher dans le monde virtuel. Donc on commence à aller vraiment dans des proportions ahurissantes. Bon, ceci dit, c'est qu'une réédition du Power Glove de Nintendo. Hein. Pour ceux qui connaissent pas, le Power Glove, c'était un gant de Nintendo qui permettait de jouer à la NES. C'était une catastrophe. Mais ouais, non, c'est assez hallucinant ce qu'il prévoit, parce que ce qui on n'y est prévoit, pas encore, mais... Donc, alors, derrière ça, il y a un double intérêt qui a été relevé par les différents spécialistes. Le premier, ça permet à l'entreprise d'asseoir son projet de développement autour, justement, de ce métaverse, mais ça lui offre aussi la possibilité de repartir de zéro. Parce que ces derniers temps, Facebook était pas mal dans la controverse avec tous les problèmes qu'ils ont pu connaître. Donc voilà, ça permettait un petit peu de recréer une marque et... Bon, ils iront pas faire oublier les problèmes qu'ont connu Facebook, mais voilà, ça permet de repartir de zéro. Et surtout qu'ils se développent déjà pas mal aussi. Facebook, ils ont Instagram, ils ont WhatsApp, ils ont machin. Et là, dernièrement, ils ont voulu racheter Giphy, l'un des spécialistes mondiaux de l'image animée GIF. Et news qui est tombée ce matin. L'autorité de la concurrence du Royaume-Uni s'apprête à bloquer le rachat de Giphy par Facebook. Parce qu'elle craint qu'en fait, justement, le marché des images animées ne se concentre seulement dans les mains du géant américain. Donc ils lui auront imposé toute une série de règles et de choses pour pouvoir valider cette vente. Et du coup, Facebook dispose à partir de ce matin de 48 heures pour se conformer à la décision du régulateur britannique. Sans quoi, les Britanniques empêcheront le rachat de Giphy par Facebook. Méta. Donc voilà. Oui, par méta du coup. Va falloir s'habituer, donc voilà. Donc je vous mets. Mais ça a déjà commencé, parce que quand on ouvre Instagram, sur la page c'était marqué avant By Facebook, maintenant ça y est, c'est By Meta, c'est affiché. WhatsApp c'est pareil, ils ont déjà commencé leur transition. Donc je vous mets dans les liens, dans les chats, les différents liens des sources que l'on a utilisé pour cette petite news. Je te laisse du coup la news suivante. Yes, avec plaisir. Stéphane, je t'ai perdu. News qui est... Ah, je suis là. Tu m'as perdu au son ? J'ai l'impression que tu rames. Je vois ton stream ramer dans notre... Ah, c'est possible, ouais. C'est très possible. T'as pas de perte d'image dans ton Streamlabs ? Je vérifie que ça soit pas dans le mien. Non. Dans Streamlabs, non, mais effectivement, j'ai une connexion qui est un peu faiblarde, ouais. Ouais. Tu dois avoir un drop rate. Ouais, bon, je vais peut-être essayer de... Ok. Si je change de réseau en cours de route, ça risque de couper le stream, non ? Ou ça Normalement, va non. C'est si ça va si tu vas rapidement, ça devrait... Ouais, je vais juste changer de réseau, quoi. Ouais. Je vais essayer de réactiver la fréquence. Vas-y, fais ton changement, parce que... Là, je sais pas, ouais, on t'a perdu quelques secondes. Ouais, j'imagine, ouais. Bon, ça devrait être peut-être résolu. J'ai ma carte Wi-Fi 6 qui devrait arriver bientôt, là. Mais en attendant, ouais, je suis un peu... Hop, appliquer. Et dès que c'est bon, je bascule de Wi-Fi. On va peut-être avoir une petite coupure sur le stream. Tac. Allez, go. Allez, ça bascule.
Des coupures. Pas de coupure. Pas de coupure. Le chat est reparti. Tu m'entends toujours? Ok. Allô, allô, allô? Ouais. Non, c'est bon, je t'entends. Ah, Tu je m'entends? t'entends, mais je vois que ça rame sur le Mon stream a été déconnecté. Tentative multi-Twitch. de connexion. Alors, est-ce que j'ai encore mon stream d'activer là? Touk. Ah non, j'ai été déconnecté de Streamlabs. Ah, Merde. vas-y, je te laisse te reconnecter. Ben, je sais pas. Pourtant, lui, il met reconnexion en cours. Le plus simple, c'est de le fermer, de le relancer. Ouais. Salut Exiway. Salut. Un petit problème technique de mon camarade. Vous le voyez bien dans mon chat, dans mon stream, mais... C'est bon. Ah, du coup, moi, c'est toi qui t'occuperas du replay, parce que moi, du coup, il sera en 2 parties. D'accord. Pas de Eh problème. oui, j'ai été obligé d'arrêter de relancer, donc là, ça a dû repartir. Si tu peux vérifier. Oui, c'est bon, Ouais, c'est bon. c'est bon. C'est bon, je te vois, c'est reparti. C'est bon, c'est reparti. Bon, allez, Ouais. on repart sur la news. Donc on repart sur ta news, vas-y. Donc ouais, c'est Retroflag. Retroflag, ce sont ceux qui font ce genre de boîtier. Mhm. Je sais pas si vous voyez bien. Ça, c'est mon petit GP Case. Alors, hop, on va le faire comme ça. Voilà. Sans la lumière, vous verrez mieux. Donc, ils font ce genre de boîtier. Ça, c'est la version Game Boy. Ils font aussi... Ah bah tu dois l'avoir, le Super NES. Tu dois l'avoir à portée. Hop. T'as la tienne, non? Bah justement, Voilà. je regardais, je le trouve pas. Je sais pas où Ils je font l'ai aussi ce genre de boîtier. Ça, c'est Voilà. la version Super NES. Ils ont une version NES. Ils ont une version Mega Drive. Ils ont une version... ça doit être à peu près tout. C'est déjà pas mal. Et justement, ils ont sorti une version PlayStation 1, PS1, qui est de toute beauté parce qu'elle a la particularité de, comme la PlayStation 1 à l'époque, d'avoir un accessoire supplémentaire qui était sorti aussi sur la PS1 d'origine. C'est un écran qui se plug à l'arrière. Je vous mets dans les chats le lien pour aller sur le site de Retroflag et voir cette magnifique P-Station du coup. Hein, donc c'est quoi en fait ces boîtiers? Ce sont des boîtiers pour Raspberry. Raspberry, c'est des micro-ordinateurs qui permettent de lancer plusieurs OS différents, notamment un que j'affectionne tout particulièrement qui s'appelle Recalbox. Et Recalbox, il permet de jouer à tous nos vieux jeux vidéo rétro de notre enfance en version console de salon, en version portable, en version surboostée sur PC. Alors quand je dis surboosté, même un vieux PC qui a quelques années, il suffira à faire tourner jusqu'à la 64, la Dreamcast, voire même la PlayStation 2. Il me semble que dans leur prochaine version, Recalbox version 8, ils vont intégrer la PS2 sur la version PC. Donc c'est vraiment vraiment chouette. Et donc voilà, Retroflag, eux, ils font des boîtiers pour accueillir ces Raspberry qui accueillent des OS dédiés au rétro gaming. Et cette petite PlayStation, toute miniature avec un Raspberry dedans, je la trouve magnifique, et surtout avec l'accessoire sur lequel on peut brancher un écran, c'est topissime. Moi je trouve ça génial. Bon, c'est pas totalement portable, mais ça... Alors c'est pas portable parce qu'il faut brancher sur le secteur, mais du coup j'ai vu apparemment comme un Raspberry ça s'alimente en USB avec une batterie externe. C'est ce que j'ai vu. De délivrer un peu de puissance. Et ben on peut y brancher en mode nomade quoi. Je vous mets aussi dans les liens des chats une vidéo YouTube qui présente l'objet, on va dire. Et ouais, c'est trop chouette. Franchement, c'est trop chouette. Moi, je trouve ça top. Retroflag, ils sont vraiment chauds hein, parce que ils sortent régulièrement de nouveaux produits. Au niveau qualitatif, la finition est impeccable. Là, je sais pas si vous voyez, mais il y a le petit clapet qui s'ouvre comme si on mettait la cartouche à l'époque, sauf que là, c'est fait pour ranger ses cartes SD. Ils ont sur la version Game Boy, il y a la cartouche comme à l'époque, voilà. Sauf que la cartouche là-dedans est un tout petit Raspberry, et ça faisait l'objet d'une. C'était pas une news, j'en ai parlé sur ma chaîne, mais là c'est la fondation Raspberry qui a sorti un nouveau Raspberry, le Raspberry Pi 02W.
Et le 02, il a l'équivalence en termes de puissance qu'un Raspberry Pi 3 que j'avais donc en version grosse taille là-dessus. Et du coup, ben, sur ma Game Boy, je peux jouer à la PlayStation 1, à la 64, à la Dreamcast sans problème. Ça tourne d'une manière super fluide, c'est génial. Donc voilà, la finition est impeccable, le toucher des boutons est comme à l'époque, il y a même des détails, quand on appuie sur le power, ça bloque la cartouche, on peut plus la sortir, comme c'était fait sur la Game Boy d'origine. Enfin, au niveau finition, c'est impeccable, et puis ça coûte, des boîtiers comme ça pour Raspberry, ça coûte entre 30 et 40 euros, enfin c'est pas très cher. Mm. Vous avez une boutique française qui s'appelle Kubii, Kubii.fr, qui vend tous ces accessoires, qui vend des Raspberry. Alors les Raspberry en ce moment on n'espérait pas en avoir, c'est en pénurie complète. De toute façon à peu près tout aujourd'hui est en pénurie complète, donc n'espérez pas avoir de Raspberry. Mais dès que ça sera en stock, ils en ont, en général ils ont même plutôt des stocks en avance. Et ils ont tous les accessoires, les manettes, les petites consoles. Enfin, ouais. Kubii c'est français et ils ont le matos. Voilà, donc ça me tenait à cœur aussi, parce que en tant que passionné de rétro gaming, je trouve leur boîtier de manière générale à la fois beau et puis incroyable de finition. Là sur la PlayStation, donc il y a l'écran en accessoire, il y a aussi le capot CD qui s'ouvre. Alors il n'y a pas de CD hein, parce que c'est tout petit, mais pareil, ça fait un emplacement pour ranger des cartes mémoire. C'est top, vraiment chouette. Voilà sur cette Ok. news. Et la news suivante, bah, on va continuer à parler un petit peu transhumanisme, monde du futur et tout ça, et on va parler d'un concours d'invention qui s'appelle le James Dyson Award, dont le but de ce concours est de récompenser des inventions dont le but est de rendre la vie meilleure. Alors les gagnants de ce concours remportent une bourse de 35 000 euros pour continuer à financer leur projet. Et c'est 3 gagnants à chaque édition qui sont nominés. Et cette année, la première invention qui a été récompensée, c'est une invention qui permet de mesurer la pression oculaire avec un gant équipé de capteurs et qui va faire un traitement à travers une IA pour mesurer la pression intraoculaire. Donc ça a été le premier projet récompensé. Le second projet, c'est un scanner qui va analyser la typologie du plastique sur lequel on va appliquer ce scanner pour pouvoir déterminer quel type de plastique on a et pour faciliter le recyclage. Et la dernière, qui pour moi est certainement la plus impressionnante des inventions, c'est un dispositif qui permet de réduire les hémorragies importantes à la suite d'une perforation, donc un coup de couteau, voilà, ce genre de perforation. Et en fait, donc cette invention qui s'appelle le Rapid Emergency Actuating Tamponade, donc le nom est un petit peu compliqué, on va l'appeler le REAT, injecte en fait un petit ballonnet de tamponnement en silicone, de silicone médicinal dans la plaie, et ça permet d'arrêter l'hémorragie en moins d'1 minute. Et en gros, voilà, c'est une technologie qui est en train d'être développée. Bien sûr, ça ne sera pas mis entre les mains de n'importe quelle personne, hein. Il faudra bien sûr être secouriste ou professionnel du secteur médical pour bénéficier de cet appareil et pouvoir s'en servir. Mais voilà, encore un produit intéressant qui va pouvoir sauver des vies. Donc on va vous mettre le lien des articles de l'article qui nous a permis de travailler cette news. Vous aurez un petit peu plus de détails sur les inventions. Voilà, et c'est un concours que j'ai découvert moi cette année, et je pense que voilà, c'est quelque chose que je regarderai d'un œil un peu plus attentif maintenant que j'en connais l'existence. Voilà. Et alors, si je dis pas de bêtises, hein, James Dyson Award, c'est bien James Dyson, le même qui fait des aspirateurs et des ventilateurs sans pales. Hein. Oui, c'est... Mais voilà, c'est un industriel énormément basé sur l'innovation. Et d'ailleurs, l'arrivée de ces produits aspirateurs-ventilateurs était une révolution au moment où c'est sorti. Donc voilà. Tout à fait.
Donc voilà. Bon, et ben c'est fini pour les news. On va passer à notre premier débat. C'est ça. Et le débat qu'on a un petit peu démarré tout à l'heure dans la news, puisqu'on va parler spéculation dans le monde du jeu vidéo. Et surtout Et du jeu oui, vidéo rétro. pauvre de nous, fans ou amateurs de rétro gaming, c'est une ruine. Parce qu'aujourd'hui, donc outre ce qu'il y avait en news avec les sociétés qui spéculent sur des pièces, on va dire, d'exception, vendues des millions d'euros ou de dollars, c'est une chose, mais même dans le monde du grand public, moi je constate une hausse constante et assez fulgurante en ce moment des prix sur le rétro gaming. Oui, il y a une... c'est rentré maintenant, on va dire, un peu plus, et ça commence à s'ancrer un peu plus dans l'inconscient collectif, que les pièces, et pas que dans le rétro gaming, hein, je pense aussi dans les jouets d'époque, dans tout ce qui est rétro, ça commence à avoir un marché très développé, et ça devient de plus en plus dur de trouver des bonnes affaires quand on cherche des pièces un peu précises. Alors, il y a un phénomène qui, pour moi, est tout à fait naturel, c'est que plus on avance dans le temps, et plus les pièces se font rares, parce qu'il y a toujours des gens qui vont se séparer de pièces qui déjà étaient potentiellement un petit peu rares, mais sans le savoir. Je veux dire, Papy Michel, qui était en train de faire le tri dans son grenier, qui trouve un vieux carton avec une Atari à l'intérieur. Ben, pour lui, une Atari, c'est son vieux truc de l'époque, il va l'acheter à la déchetterie, il va pas forcément penser que déjà il y a des gens que ça intéresserait même d'y mettre quelques euros, et que en plus, bah, ça a une valeur incroyable sur le marché de l'occasion, parce que c'est des pièces de plus en plus rares et recherchées, voilà. Ça, c'est la partie qui me semble naturelle, où il y a de la rareté qui se crée, puisque des pièces disparaissent. Il y a des gens qui jouent encore sur les supports originaux, ça s'use, et puis au bout d'un moment, c'est cassé. Et il y a des fois, c'est pas possible d'y réparer. Donc ça me paraît normal, qu'il y ait de plus en plus de rareté. Mais par contre, des jeux comme Mario, justement, qui ont été extrêmement grand public, vendus à des centaines de milliers d'exemplaires, qui ne sont pas rares sur le marché, et ça prend encore de la valeur. Un Mario NES aujourd'hui, alors qu'il y en a quand même beaucoup sur le marché, c'est pas moins de 35 euros, quoi. C'est le prix d'un jeu indé neuf, quoi. Après, il y a quand même la qualité du jeu, c'est-à-dire que je le vois par rapport aux boutiques que je fréquente pour le jeu, un Super Mario, aujourd'hui, tu vas l'avoir en loose, c'est-à-dire sans boîte, sans livret. Ouais, tu vas l'avoir maximum une dizaine d'euros. Après, c'est sûr que dès que tu commences à voir le carton... Alors, là, en fait, t'as le premier step. T'as la loose, donc c'est le niveau le plus bas. T'as comment après, où tu vas voir seulement le carton, où là, tu vas gagner un petit peu en prix. Donc, d'un Super Mario à 10 balles, tu vas le toucher. Là, avec seulement le bouquin, tu vas le toucher à 30, 20 euros, on va dire, 20-30 euros. Et puis, si tu l'as avec le livret, aujourd'hui, tu vas le toucher entre 35 et 40 euros. Ah ouais, et encore, ça, c'est pour les jeux vraiment très grand public qui se sont très bien vendus, qui a eu beaucoup d'exemplaires et qui sont donc disponibles sur le marché. Moi, il y a des jeux que j'apprécie tout particulièrement, que je joue encore, et du coup... sur mon petit rétro-flag JP Case, c'est les jeux Golden Sun qui sont sortis sur Game Boy Advance. Golden Sun, le premier du nom, et puis Golden Sun, l'âge perdu pour le deuxième volet. Je parle pas du troisième qui était sur DS, qui était une purge. Ces jeux, en loose, ils sont déjà aux alentours des 30 balles, et si tu les veux complets, avec la boîte, la jaquette, le livret,
C'est dans les 70, 80 jusqu'à 130 euros, j'ai vu sur eBay, sur Le Bon Coin, sur Price Minister Rakuten et maintenant sur Vinted. Il y a des affaires à faire sur Vinted. Là, on est vraiment uniquement côté jeux vidéo. Il y a le même phénomène sur les consoles. Là, bah, toi, tu m'en avais filé une qui était HS. J'avais récupéré en gros le boîtier et la ligne qu'il y avait dedans. C'était une PS1. Les PS1, il n'y a pas si longtemps, on en trouvait à 10 balles sur eBay. 10 euros, une PS1 fonctionnelle. Alors, il n'y avait peut-être pas le câble et les manettes, mais 10 euros, on avait une console qui fonctionnait. Aujourd'hui, une PS1, c'est 20, 25, 30 euros la console HS, hein, qui ne fonctionne pas. Elle est à réparer. Il y a quelques années de ça, je l'avais pas acheté parce que finalement ça m'intéressait pas. J'étais pas prêt, mais je regardais sur les Game Gear, console portable de Sega. Très très bonne console portable d'ailleurs, si ce n'est qu'elle bouffait 6 piles à l'heure, mais une console incroyable. C'était quand même la première console portable avec un écran couleur rétroéclairé. Enfin, c'était fou pour l'époque. En concurrence, en face, on avait une Game Boy monochrome non rétroéclairée. Enfin, Je me pose la question si c'est totalement vrai. Je me demande si la Lynx qui était pas sortie avant était déjà pas couleur et rétroéclairée. Ouais, mais la Lynx, elle portait un nom d'animal en voie de disparition. Elle a fait comme l'animal, elle a disparu. Oh, puis c'était une console qui valait un bras. Ouais. Ah bah Atari, hein. Il y avait la C'était- Lynx et la c'était Jaguar, les énorme. deux avaient des noms d'animaux en voie de disparition. Les consoles se sont éteintes, hein, pareil. Voilà. Mais bon, tout ça pour dire que ouais, cette console, on l'a trouvée à 20, 30 balles. L'écran était pas en super qualité. Il fallait peut-être changer 2-3 condensateurs à l'intérieur, qui est un problème connu sur les Game Gear. Aujourd'hui, c'est dur d'en trouver à 40 euros des HS. Je parle d'une console qui ne s'allume pas, hein, elle est morte. Il faut la réparer et ça coûte au moins 40 balles. Donc moi qui maintenant était plutôt prêt à m'en racheter une, bah là, à 40 balles la console qui marche pas, ça m'a refroidi un petit peu. Sachant Bah là, que si je m'en prends une, ça serait pour changer l'écran, faire comme j'ai fait. Ah, je vais vous la ramener. Comme j'ai fait sur ma chaîne il y a quelques temps, j'ai restauré une Game Boy Advance. Voilà, j'ai changé l'écran, j'ai mis un écran IPS et j'ai changé la coque. Bon, je ferai pas le changement de coque sur une Game Gear, mais le changement d'écran pour avoir un écran IPS rétroéclairé avec une qualité quand même vraiment belle, bah, je le ferai bien. Sauf que l'écran avec le driver et tout, c'est 50, 60, voire 80 balles, suivant où est-ce qu'on arrive à se fournir. Plus la console, 40 balles HS, plus tous les composants, la réparation. Enfin, il y en a pour 150 euros la console. Je préfère acheter une Switch d'occasion à ce prix-là. là, j'étais en train de regarder justement parce que dans le rétro, il y a un site intéressant qui fonctionne, qui commence à rentrer dans le domaine du rétro et qui est pas mal. C'est Back Market. Ouais. Et là, en ce moment, ils vendent justement une Game Gear classique, hein, la Game Gear d'époque. Donc testée, elle est vraiment testée, fonctionnelle, état correct. Elle est à 150 euros. Voilà, tu vois, une console, une Game Gear fonctionnelle testée, c'est 150 balles. Et il n'y a pas l'écran changé, hein. Alors pourquoi est-ce que moi je voudrais changer l'écran? Parce que comme je disais, la Game Gear, elle bouffait 6 piles à l'heure. Et c'est pas une connerie, hein, c'était vraiment 6 piles à l'heure. Parce que le rétroéclairage à l'époque, en fait, c'était un néon. Les néons, c'est de la haute tension. Et donc avec 6 piles 1,5 V, ils arrivaient à recréer de la haute tension dans la console, allumer un néon, alors un petit néon, hein, mais ça consommait à mort et c'est ça qui bouffait toute la batterie. Donc l'idée de changer l'écran pour un IPS rétroéclairé, bah, c'est de réduire la consommation d'énergie pour pouvoir avoir plus d'autonomie. Mais voilà, 150 balles, moi je suis pas prêt à vendre un de mes reins pour... Non, Bah, non. après, tu Désolé, vois, non. ça dépend de la console. Je pense que moi, clairement, 150 balles sur une console rétro, il y a certaines consoles où comment... où je n'hésiterais pas à le mettre. Tu vois, par exemple, tu me files une Dreamcast vraiment en très bon état à 150 balles, peut-être que je craque. Tu vois. Alors, Mais peut-être, parce que mais... c'est une console de salon, parce que la console a quand même une certaine réputation, mais il faut qu'encore qu'elle soit en bon état.
C'est Voilà. clair que... Après, la Dreamcast, elle a pas très bien marché, elle s'est pas tant vendue que ça, et donc il y a un peu la rareté. Donc là, je comprends que les prix soient un petit peu plus chers. Hmm. Voilà. Mais oui, c'était quasiment le prix de la console neuve à l'époque. Enfin, non, je suis pas d'accord. Ouais, On n'est c'est... pas encore dans de l'objet de collection, hein. On est encore dans des objets, pas du quotidien quand même, on va pas exagérer, mais des objets qui... Enfin non, c'est pas encore entré dans la collection pour moi. Ben, C'est... c'est un petit peu Ça l'image que commence. c'est un petit peu l'image que je t'envoyais tout à l'heure sur Messenger. C'est que j'ai été surpris que de voir la moyenne d'âge des joueurs de jeux vidéo était de 39 ans. Donc 39 ans, c'est à peu près mon âge. À 6 mois près, c'est mon âge. Et donc j'ai été surpris. Et en fait, cette hausse des prix, elle m'étonne qu'à moitié. Parce qu'il y a justement ce côté de nostalgie où aujourd'hui, je Voilà, pense, sortons les violons. comme beaucoup de joueurs de ma génération, on est peut-être triste et déçu d'avoir vendu nos vieilles consoles et Alors ça, oui, qu'aujourd'hui, on est prêt à dépenser un certain montant pour les récupérer. aussi. Oui, non, mais c'est vrai. Mais Donc, en fait, la problématique, elle est multiple. Mais une des grosses problématiques, c'est nous. C'est nous, ces ah pigeons bah, de consommateurs que nous sommes. On n'achèterait pas, ça se vendrait pas, ça vaudrait pas ce prix-là. on en parlait dans un débat précédent hein, sur les remakes, les remakes, les reboots et compagnie. Euh, Clairement, Même si on débat. n'achetait pas, les éditeurs n'en feraient pas. Voilà. Mais Donc sauf voilà. qu'au niveau du rétro gaming, la problématique, elle est plus complexe que ça. Ce n'est pas Hmm. que le consommateur qui fait que c'est cher. Il y Hmm. a aussi une hype qui est générée par les fameuses sociétés Ouais. dont j'ai parlé tout à l'heure, qui sont Watagame et merde, l'autre Heritage Auction, Hmm. qui en fait, eux, s'enrichissent sur des valeurs qu'ils créent eux-mêmes. Hmm. C'est eux qui créent de la valeur et ils s'enrichissent dessus parce que ce sont eux les propriétaires. Alors ça, c'est un scandale à grande échelle et ils s'enrichissent d'autant plus qu'à chaque fois qu'ils font une vente, la société prend un pourcentage. Donc ça, c'est pour Heritage Auction. Et Watagame, eux, à chaque fois qu'ils font une estimation, ils facturent au client déjà le coût de l'estimation et en plus, Hmm. ils facturent un pourcentage du prix de vente si ça s'est vendu à la hauteur des estimations. Mais comme c'est eux qui s'achètent entre eux, de toute façon, le bien, il se vend. Et là, bah, t'as pléthore de particuliers qui vont taper à la porte de Watagame. Bonjour, je voudrais faire estimer mon jeu, c'est une rareté. Et même si ça leur coûte pas grand chose, à chaque fois, bah, c'est 5, 10, 15 balles qui partent pour la société, qui va dire, ah bah oui, votre jeu, il est plutôt rare. Et ça crée artificiellement de la valeur au milieu du rétro gaming, pas juste sur un jeu d'exception comme on les a cités tout à l'heure, mais sur le rétro gaming en général. Et du coup, bah, la population s'empare d'un phénomène où dit ah mon jeu vaut de l'argent, du coup je vais le mettre en vente chère et les autres, bah, on fait tous comme ça. Hein. Quand on vend un truc sur le Bon Coin ou ailleurs, on regarde le prix moyen, bon bah je le vends à peu près au même prix. Voilà. Ouais. Bah là, tu vois, je suis parti voir pendant qu'on discutait le site justement d'Heritage Auction. Un phénomène qu'on n'a pas forcément étudié pour cette émission-là, mais qui est aussi, je suis en train de voir les tarifs ou les choses qui ont été vendues, c'est le domaine du comics. Mais le comics originel, celui qu'ils ont aux États-Unis, qui est vraiment le petit fascicule qui sort toutes les semaines ou tous les 15 jours. Et Mm. là, bah tiens, il y a justement Ah bah il y en les, a, les il y a une comics neufs auction en sous le cours. blister, ça vaut cher. Hein. Ouais. Je vois qu'ils font aussi les cartes parce que c'est aussi quelque chose. Mm. Le phénomène de la carte, quand on voit qu'aujourd'hui une carte brillante d'un Pokémon vaut plusieurs centaines de milliers de dollars, c'est assez C'est fou. indécent. C'est Moi aussi, je trouve ça indécent. Mais bon, après. Il y avait des cartes où je comprends, tu vois, par exemple, j'ai la petite boutique de jeux de société de Chalon. Le vendeur, lui, s'intéresse aux cartes de basketball. Et lui, il va faire de la vente de cartes, mais avec des autographes.
Mhm. Et donc, t'as des cartes qui sont en quelques centaines d'exemplaires, signées par des mecs comme Magic Johnson, Michael Jordan et tout ça, qui valent des milliers d'euros. Mais là, à la rigueur, je comprends. T'as un autographe, t'as une rareté, c'est une édition limitée. Donc, que t'as des prix exorbitants, en effet, sur des produits comme ça me paraît logique, normal. Mais... Oui. Mais parce que là, t'as un côté rare, t'as le truc qui a été dédicacé et tout ça. Donc je comprends le Mais côté j'arrive pas à comprendre, c'est vrai que exceptionnel. le cas du Mario, j'arrive pas à le comprendre. En fait, c'est cette cartouche précisément, j'arrive pas à comprendre pourquoi elle s'est vendue Mais, si cher. mais celle-là, pas plus ou pas moins que la Zelda, quoi. La Zelda, pareil, jeu hyper grand public, vendu à des centaines de milliers d'exemplaires, encore très disponible sur le marché. Ça n'a pas à valoir ce prix-là. Enfin. Là, ils viennent de vendre là un Super Mario 64 le 11 juillet, ouais, c'est ce que tu Oui, disais bah tout c'est à ça, c'est l'heure. celui que je disais. C'est 1,5 celui du 11 juillet à million. 870 000. Non, 1,5 million. Là, je vois Ah sur oui, le 1 site. 56 000, exact. Sur Heritage Auction, c'est 1,5 million là. Hum. Mais c'est les. Franchement, allez voir le reportage. C'est les mêmes mecs qui possèdent c'est les patrons des boîtes qui possèdent les jeux en plus. Donc Mm. les mecs vendent, euh, créent de la valeur à leur société. L'autre qui possède 50% du jeu. Enfin, en plus, ils possèdent chacun une portion du jeu. On est vraiment dans de l'action, quoi. C'est Ben, plus un objet, c'est on ça. possède Hein. plus un objet, on possède des actions sur un objet. C'est des parts de quelque chose, des parts d'un jeu vidéo. Non mais. Je suis en train de Ah bah regarder. moi C'est j'achète le intéressant. premier niveau. Non mais sérieux, sur une cartouche. Une Non, cartouche mais qui sera voilà. jamais jouée parce qu'il faut qu'elle reste dans son Ah bah, emballage pour avoir la note de 9,4 sur 10. Parce que c'est ça, elles Watagame, sont. eux, Ouais. ils donnent des notes. Hein. Mm. C'est que ça. Enfin Voilà, voilà, voilà. c'est un sujet qui peut être passionnant. On pourrait en parler vraiment pendant des heures. Et donc voilà, c'est Carl Jobs, donc le YouTuber qui accuse, hein, il accuse publiquement les sociétés. Hein. Lui, il risque d'avoir des problèmes. Mais ce qui est impressionnant, c'est que, tu vois, j'ai un petit peu creusé là, suite à la news quand tu l'avais annoncé, là, quand on préparait l'émission. Mhm. L'émission, pour l'instant, c'est... En fait, ça nous surprend, il accuse une fraude, mais aujourd'hui, on n'a pas encore de décision judiciaire américaine pour creuser le sujet, quoi. Alors peut-être que Mhm. c'est fait actuellement encore, entre guillemets, en sous-marin, mais aujourd'hui, on n'a aucune... Il n'y a aucune enquête faite pour comprendre pourquoi un jeu a pu se vendre si cher, quoi. Donc, une affaire à suivre. Peut-être qu'il y aura des rebondissements hein, suite à cette dénonciation de ce YouTuber. Peut-être. En tout cas, moi j'espère hein, profondément, j'espère qu'il y aura quelque chose, une action menée, parce que c'est juste un scandale que les mêmes mecs s'enrichissent via leur propre société. Enfin, ouais, moi ça me choque. J'ai Donc, vraiment un côté un peu choqué, puis un peu révolté, quoi. donc voilà, Parce que voilà. moi je cherche à acheter des jeux et je les paye plus cher, merde! Oui, bon. Après, nous, les jeux, on les cherche pour y jouer. Donc, c'est pas... On va... J'imagine pas... Bon, je vais acheter un Mario, je mets 300 000 dollars, et puis j'ouvre le blister, quoi. C'est ça. Et encore 300 000 $, tu l'as eu en promo. C'est... Non, mais voilà. C'est... C'est... Bon. Là, c'est vraiment du domaine de la collection. On va en parler, parce que c'est justement... on va en parler tout de suite dans le sujet suivant, mais ce côté collectionnite... Et Ah, ben justement, on avait un peu de retard pour démarrer. Là, on est à peu près dans l'heure pour changer de sujet. Peut-être qu'on a fait un petit peu le tour sur ce sujet finalement. attends, je suis en train de regarder, j'ai cru que j'ai eu un lag. Non, c'est bon. J'ai eu C'est peur bon. que ça soit à mon tour de déconnecter. D'accord. Donc voilà. Donc, et ben, du coup, sujet suivant, on va parler des grandes sagas historiques et populaires du jeu vidéo. Et ben voilà, on va essayer de réfléchir à savoir pourquoi ces sagas ont toujours autant la cote, sont toujours autant appréciées. Et puis, ben, on va commencer par une qu'on vient d'évoquer, Super Mario. Hein, dans les sagas, voilà. Hum, Selon hum. nous, pourquoi ces sagas-là aujourd'hui fonctionnent encore.
et pourquoi elles ont toujours autant la cote. Moi, je mettrais même trois sagas purement Nintendo en tête de liste. C'est Mario, Zelda et Pokémon. Hmm. Et dans des grandes sagas épiques, enfin épiques, non pas épiques, populaires et surtout qui ont toujours un vif succès, bah, on va citer principalement des licences Nintendo, quoi. C'est Et ça. donc, est-ce qu'on peut encore une fois parler du fameux totem d'immunité de Nintendo? Je suis pas le seul à le dire, hein, il y a plein de journalistes JV qui en parlent. Ils ont une espèce de totem d'immunité qui dit, bah voilà, nous on peut vous sortir des trucs qui existent depuis 20 ans, on les remasterise même pas, voire même on fait pire, et puis de toute façon ces consommateurs ils vont acheter, hein, je pense notamment au Nintendo Switch Online Extension Pack là, où les jeux sont moins beaux qu'avant et on achète quand même. Et là, bah, des jeux, on parle de Perle étincelant, machin, enfin, c'est des jeux qui sont sortis c'était sur Game Boy Advance, non? Perle Diamant. Fer et diamant. C'était Ouais, sur je la crois que DS, c'est peut-être première du nom? Non, je crois que non, c'était sur... je crois que c'est sur Advance, ouais. Quatrième Ouais. génération, attends que je te dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça doit être sur DS. Ça doit être sur DS. Donc, après, alors pour moi, un élément de réponse, ce sont des sagas. Mais je trouve qu'à chaque épisode, ce sont des sagas, mais qui se réinventent. Qui gardent le fonctionnement, ce qui marche, et qui vont toujours aller plus loin pour te proposer une meilleure expérience dans cet univers-là. Et on le voit, parce que t'as certains jeux qui vont moins bien marcher dans ces sagas-là, et c'est des jeux où soit ils vont changer un gameplay, soit ils vont changer un élément du jeu, et tout de suite le jeu va moins plaire. Oui, c'est possible. On va prendre un exemple, Zelda. Le premier Zelda est un carton quand il sort. Le jeu super bien fonctionné et tout. Zelda 2 sort, direct, il a moins bien marché. Il a marché, mais moins. Parce que tout de suite, ils avaient changé la manière dont le jeu se présentait, dans le gameplay. Et puis, c'est pour ça que tout de suite, le troisième Zelda, Link's Awakening, a tout de suite refonctionné. Parce qu'ils ont repris la formule qui marchait bien. Et ils l'ont améliorée. Et voilà, et c'est Pokémon, c'est pareil. Pokémon, pour moi, le plus grand flop de ces dernières années dans Pokémon, c'est Let's Go Pikachu et Let's Go Evoli. Parce que ils ont modifié des éléments de gameplay de Pokémon de base, où un Pokémon, pour l'attraper avant, fallait le combattre. Et là, dans Let's Go Evoli, Let's Go Pikachu, le plus gros défaut qui a été noté et dont moi je suis partisan, et c'est pour ça que je n'ai pas acheté cet épisode de la saga, c'est qu'aujourd'hui, t'avais juste à balancer des Pokéballs pour choper tes monstres, et puis le jeu était fait pour fonctionner avec ton jeu sur smartphone qui était Pokémon Go. Et puis du coup, voilà, ils cherchaient à développer une nouvelle expérience, mais ils ont vite fait des rétropédalages comparés sur les épisodes suivants. Donc, voilà, c'est des sagas, je trouve que moi, voilà, pourquoi elles marchent, c'est que elles sont arrivées sur un marché, parce qu'on regarde, hein, c'est des jeux qui ont combien d'années Zelda vient de fêter ses 35 ans. Pokémon, c'est ses 25 pareil. ans. Mario c'est 35 ans aussi. C'est des sagas qui existent depuis des décennies, qui sont arrivés sur un marché où des jeux de ce type-là, il n'y en avait pas des masses. Il n'y avait pas des masses, hein, ils n'étaient pas énormes à se faire concurrence. Hein, quand on regarde dans les platformers, à l'époque, t'avais Mario, Sonic, quoi. Moi, je pense que y a une explication qui est double aussi, encore une fois, là-dedans. C'est que Mario, pour prendre cet exemple-là, chez nous, tranche, on va dire 35-40, ça touche notre côté nostalgique. On aime parce qu'on a aimé gamin. Mais Mario a toujours réussi à garder un côté accessible
au jeune public. C'est Et ça. donc, ça plaît aux parents, parce qu'aujourd'hui, on est de l'âge d'être parent, et ça plaît aux gosses. Et d'ailleurs, d'autant plus que c'est les parents qui vont faire découvrir ça à leurs gamins. Mm. Donc ça va perdurer dans les générations, qui va pas forcément être le cas de licences qui du coup sont pas forcément chez Nintendo, parce que c'est des sagas qui ont alors un petit peu moins d'âge quand même, mais qui commencent à durer depuis quelques années. Je pense à Tomb Raider, je pense à je sais pas, Halo, je pense à des sagas comme God ça. of War, Bah, compagnie, ouais. God of War, c'est encore plus récent God of War. C'est un peu moins fait pour les gosses quand même. Donc forcément, ça peut toucher que la nostalgie de vieux roublards comme nous. Mm. Du nouveau public, oui, mais de gens qui ne jouaient pas à l'époque, qui seraient mis à jouer sur le tard, mais pas du jeune public. En tout cas, pas des gosses, quoi. Voilà. Mm. Oui, Ados, allez, jeunes adultes, mais pas les adultes qui ont 35-40 ans comme nous. mais c'est un savoir-faire typiquement Nintendo. Ah bah ça, c'est... Aujourd'hui, Et c'est pour ça est-ce qu'ils n'ont pas raison de brandir leur totem d'immunité? Parce que en plus, ils ont quand même pour eux ce savoir-faire de garder des jeux accessibles au jeune public. Après, moi, ce qui me dérange un peu, c'est qu'un Mario, moi, j'ai pas trouvé ça très innovant depuis 25 ans, quoi. En gros, depuis qu'ils sont passés à la 3D sur la 64, quoi. Ah, je suis pas d'accord avec toi, tu vois. Là, on va débattre, j'ai fait le dernier, Mario Odyssey, et je trouve que ce Mario est un bijou. En fait, je pense qu'il y a eu 4 gros paliers au niveau de Mario. Donc, t'as la sortie 64. du premier Mario, premier platformer, jeu efficace, simple, nickel. Le deuxième gros palier, ça va être sur Super NES, c'est Super Mario World. Où là, tu commences à voir des nouveaux personnages qui arrivent, comme Yoshi. Et puis, tu vas voir le gameplay sur un Mario où c'est pas juste une succession de tableaux. T'as une carte, t'as un monde. Le jeu gagne en esthétisme. Voilà. Après, le gros palier, Oui. c'est Mario 64. Où là, Ouais, ça, je suis d'accord. là tu arrives dans un univers dingue. Et après, le palier, alors j'hésite, t'as un palier qui pour moi, c'est en quelques années, tu as le palier du Mario Galaxy et Mario Sunshine. Mario Sunshine n'a pas été un épisode super apprécié du grand public, il me semble. Il n'a pas fait un carton plein, celui-là. Lequel tu dis? Sunshine? Le Sunshine, ouais. Ben, Parce que la GameCube a pas fait un carton plein aussi. La Oui. console ne s'étant pas très bien vendue. Attention, hein, ça reste des bonnes ventes, hein, mais par rapport à d'autres consoles Nintendo, la GameCube c'est pas très bien vendu, et donc forcément les jeux ils sont moins vendus aussi. Hein. Et donc là, t'as un palier encore un petit peu où ce palier-là, et puis je vais mettre aussi le dernier, un Mario Odyssey dans la même catégorie, où on a plus seulement Mario qui saute sur les ennemis pour les tuer, mais il va aller dans des environnements qui ne sont plus des tableaux ou des univers très plats. Tu vas avoir donc dans Mario Galaxy, tu vas avoir ce côté où tu te balades sur des planètes et donc tu vas tourner sur des sphères. Le jeu va gagner sur un aspect 3D encore plus que sur Mario 64. Super Mario 64. Et puis là, Pour celui-là, je suis entièrement d'accord. Le Mario Galaxy a été pour moi une petite révolution en son genre. Parce que on repensait vraiment le gameplay, bien qu'on ait connu Mario 64 avec la 3D, le fait qu'il y ait des planètes minuscules où on puisse tourner autour, où du coup ça nous inversait un peu les directions, où il y avait une réflexion différente à avoir. Ouais, et puis la jouabilité à la Wiimote, mais ça c'était pas purement Mario, c'était purement la console. Ouais. Donc sur celui-là, je suis d'accord que ça s'est bien renouvelé à ce niveau-là. Après, sur la base du gameplay, tu prends le tout premier Mario, t'avais quand même des boules de feu pour attaquer les ennemis, il fallait pas que sauter dessus, tu te transformais parce que tu passais de petit à grand, t'avais une espèce de cape ou machin, et puis il fallait collecter des étoiles ou des machins, ça a toujours été à peu près pareil quoi. Alors dans certains, il faut collecter des soleils, dans d'autres c'est des étoiles, dans le troisième c'est des nuages, ou j'en sais rien. Enfin, il faut toujours collecter des trucs, passer les niveaux et tuer les ennemis. Enfin,
Mais tu vois là, J'ai pas trouvé qu'il y ait une grande révolution. bah moi tu vois dans le dernier, je prends Mario Odyssey, où donc l'histoire va se tourner autour d'un monde où t'as des chapeaux vivants qui ont la capacité d'habiter des personnages et des objets. J'ai trouvé ça génial d'être Mario, tu balances ta casquette sur un objet ou un personnage, tu vas en prendre possession, et la spécificité de l'objet va faire évoluer ton gameplay. C'est-à-dire que tu vas prendre un personnage, il va te permettre de sauter. Tu vas prendre possession d'une grenouille, tu vas pouvoir sauter plus haut pour atteindre des zones inaccessibles. Tu vas pouvoir habiter l'arme d'un boss pour pouvoir le contre-attaquer et lui mettre des coups. J'ai trouvé ce gameplay en fait hyper intéressant à tel point que je suis en train de le faire à 100%. Et c'est pas... Pour moi, tu vois, un jeu de se dire j'aimerais bien le faire à 100%, c'est que derrière, moi, le jeu, il m'a vraiment intéressé. Et tu vois, clairement, ça m'a plu parce que j'ai senti que je prenais du plaisir comme sur un vieux Mario, mais avec des éléments de gameplay qui fonctionnent du tonnerre et qui sont vraiment, pour moi, une petite révolution. Mais voilà, écoute, après tant mieux que ça plaise, il en faut pour tous les goûts. clairement, après voilà, c'est mon avis perso. Mais voilà, et je trouve que c'est ça qui fonctionne chez Nintendo, c'est qu'à chaque fois, ils arrivent à mettre le petit truc en plus qui va faire que ton jeu fonctionne, quoi. Ouais. Zelda Breath of the Wild, là, si on parle d'un autre Zelda, le dernier, Zelda Breath of the Wild, le gap qu'ils ont fait gagner à la saga est stratosphérique. Énorme. Ouais, par contre, est-ce qu'il reste autant accessible au jeune public ? Alors, je suis pas sûr. Après, ça dépend des Zelda. Hein. T'as eu des Zelda très accessibles. Je pense qu'en fait... Oui, mais là, on parle de Breath of the Wild. Ouais. Ah, mais... Ouais, non, ça reste... Là, tu commences à t'approcher de jeux un peu plus dans l'esprit d'un Final Fantasy, d'un chose comme ça, d'un vrai RPG. Au niveau de la profondeur du scénario, putain, c'est dur, quoi, quand même. Ouais. Pour un jeune public, c'est dur, quand même. Enfin, dur, rude. Ouais. Et je pense que tu vois, des Zelda, mais ça a été tout le temps un peu comme ça. Hein. Tu prends à l'époque un Twilight Princess, il était hyper dark cet épisode. Ah ouais, c'était sombre. Ouais, je suis d'accord. Et je pense que t'as en fait un Zelda sur 2 ou un Zelda sur 3 qui va être dans cet univers un peu plus rude, un peu plus adulte. Tu vas prendre un épisode donc comme tu vas prendre les épisodes sur Wii. Donc tu vas prendre Twilight Princess qui est très dark. Derrière, ils enchaînent. Tu as celui qui vient de sortir. Non, c'est Twilight Princess et derrière c'est celui qui vient de ressortir, le Wind remaster. Waker, non ? Non, c'est pas le remaster que j'ai fait il y a de ça 2 mois. J'ai déjà plus le nom, je vais te dire ça tout de suite. J'ai la cartouche à côté de moi. C'est Skyward Sword. Skyward Sword, ouais. Et tu vois, celui-là, direct, il est plus lumineux, il est plus accessible. Tu prends à l'époque, sur Nintendo 64, il sort Zelda Ocarina of Time. Celui-là, hyper beau, l'histoire assez gentille d'un petit personnage qui va grandir. Derrière, ils te sortent Majora's Mask. Donc j'ai l'impression que c'est toujours une volonté chez Nintendo d'avoir un jeu, un Zelda un peu plus light, lumineux, un peu plus accessible, et derrière de sortir pour rappeler, un Zelda c'est aussi compliqué, quoi. Ouais, je suis d'accord. Et là, on a eu le remake de Link's Awakening. Ils viennent de nous ressortir Skyward Sword. Donc le prochain, normalement, on va ravoir le Breath of the Wild 2. Et je m'attends que le Breath of the Wild 2 soit dans la lignée du premier, quoi. On risque d'avoir un jeu tout aussi compliqué avec une profondeur scénaristique assez intense. Ouais, c'est possible. On verra bien par la suite. En tout cas, celui-là est très attendu et pour l'instant,
il y a peu d'infos hein, sur le sujet. Hein. Mm. C'est maigre, très très maigre. Après, voilà, Ma foi. on a vu quelques images au dernier, pas E3, Mm. mais au Nintendo Direct qui a eu lieu pendant le 3. On en attend plus, hein. Mais de toute façon, on attend toujours plus de Nintendo quand ils parlent de Zelda. Je trouve que ça a C'est été ça. tellement pauvre ce qu'ils nous ont proposé pour les 35 ans de la saga. Mm. C'est moi, fan de la saga, je suis hyper déçu qu'il n'y ait pas eu d'autre chose que ce qu'ils ont fait. Ça méritait plus, ça méritait vraiment plus. Ouais, c'est possible. Mais bon, voilà, je suis pas objectif sur ce sujet-là. C'est ça. Je suis clairement pas objectif sur ce sujet-là. Je suis Mais tellement... c'est vrai que bah, quand on est un grand fan comme toi, bah, il y a de la ferveur, en tout cas, ça se sent Mhm. dans le débat. C'est vraiment un sujet presque sensible, en fait, quand on en parle Mhm. sur ces sagas populaires. Et je pense qu'un fan de Nintendo, même s'ils font de la merde, défendra Nintendo. C'est là où je Mhm. trouve qu'il y a ce fameux totem d'immunité. C'est que même s'ils font de la crotte, on va la défendre en disant ah ouais, mais quand même, c'est pas si mal. Ouais, Bah non, mais bon, tant pis, voilà. Après, il y a mais d'autres sagas qui sont populaires. Est-ce qu'il y a la même ferveur? Est-ce que ça va perdurer aussi longtemps? Je sais pas. Je vois, on parlait tout à l'heure de God of War. Moi, j'ai cette ferveur pour God of War. Je trouve que ce sont des jeux incroyables. Alors après, j'aime pour des raisons qui sont peut-être pas très catholiques, hein, j'avoue, parce que c'est violent, oui, parce que bah, c'est bestial, parce que j'adore la saga pour les mêmes raisons que toi. Hein. voilà, Uncharted, Tomb Raider, Mhm. qui ont quand même un lien de parenté, hein, on va pas, ils peuvent pas le cacher l'un comme l'autre. Après, il y a la saga des Final Fantasy, on en a parlé pendant notre première émission. Final Fantasy a quand même une hype assez élevée hein, quand il y a l'annonce d'un nouveau jeu. Mais là, c'est pareil, je trouve que Square Enix, ils nous déçoivent un petit peu ces derniers temps, quoi. Mhm. Avec leur Final Fantasy Origin, qui est censé reprendre les bases de tous les finales, et ils nous ont sorti une démo sur PS5 qui ressemblait à un jeu PS3. Ah bon, ah c'est ça votre truc? Ouais, bon, ça, la hype elle est retombée, et puis Final Fantasy XVI, on n'a pas de nouvelles. Il y a le remake du 7, on attend l'épisode 2, il n'y a pas de nouvelles. C'est un peu le calme plat, quoi. Et puis il y a des annonces, quelques nouveautés sur Final Fantasy XIV Online, mais ça reste. En plus, il y a des retards. Bon, ça, les retards, on pourrait en faire une émission entière là-dessus, sur les retards, reports, etc. Mhm. Mais c'est pas au rendez-vous, quoi. Donc là, Mhm. Square Enix, un peu, moi je dirais au niveau Final Fantasy, un peu dans la tourmente quand même. C'est ça, il y a des sagas, bon, on a donné une partie, hein, des sagas que moi perso j'affectionne, euh, qui, ouais, je vais peut-être être quand même, moi, mis à part, allez, je vais mettre quand même God of War à part parce que God of War, quoi, pour moi, il y a aucun épisode à jeter. Cette saga, c'est une perle. C'est, Ah, tu as fait ce sur PSP? Parce oui, que. oui, oui. Ouais, Oui, oui, j'ai fait, mais c'est pas les meilleurs épisodes, mais ça reste du God of War, c'est un exutoire, c'est jouissif d'être Kratos, c'est c'est pas les meilleurs jouissif de épisodes, tuer. je suis d'accord, mais pour la PSP à l'époque, ils Ah, étaient quand même bien. oui, Ouais, oui, ouais, oui. ils étaient quand même bien. Et bah justement, moi je les redécouvre un petit peu sur émulateur, Mhm. désolé, mais du coup sur Recalbox avec l'émulateur PSP, ou bah, sur la version PC, on peut pousser la définition native x2, x3, x4. Et là, on redécouvre le jeu parce que les textures, elles sont du coup upscalées avec du lissage et on a l'impression de jouer vraiment à un jeu entre la PS2 et la PS3, quoi. Et là, on redécouvre un petit peu le jeu. Le Ouais. gameplay a pas bougé, si tu veux, mais les graphismes, du coup, sont nettement améliorés. Vraiment, c'est bluffant. C'est pareil, là, moi, je vais les redécouvrir, justement, les God of War, parce que je vais me prendre le PS Now. Et Mhm. justement, dans le PS Now, en connectant une manette PlayStation à ton ordinateur, tu as la possibilité de rejouer à l'intégralité de Mm. la saga God of War. Donc je pense qu'une fois que j'aurai fini les Pokémon et tout ça, ça sera peut-être le prochain fil rouge de la chaîne, de me refaire l'intégralité
l'intégralité des... Ah, je vais y arriver. Des God of War. Les God of War. Surtout qu'on a le Ragnarok qui devrait sortir assez rapidement. Devrait arriver en 2022, ouais. Alors, on n'a pas de Ouais. date précise encore, mais ouais, lui, On va dire le train de la hype a 2023. démarré. On va dire 2023. Je doute qu'il soit prêt pour 2022 quand je vois tous les reports qui sont en train d'être faits au niveau des jeux vidéo. Ça m'étonnerait qu'il passe au travers. Mais il me semble qu'il était prévu pour 2021, qu'il a déjà été reporté à 2022. Ça m'étonnerait qu'il prenne un an dans la vue quand même. Après, c'est mon côté Ouais. peut-être optimiste qui parle, mais. J'espère, hein, j'espère grandement, mais ça me Après, il y a un semble. jeu, alors moi j'ai pas joué. Toi, je sais que tu as été un grand joueur pendant une époque. Je sais pas si aujourd'hui il a la même hype qu'à l'époque. Je sais aussi que l'éditeur est un petit peu dans la tourmente ces dernières années. C'est World of Warcraft. Alors, World of Warcraft, aujourd'hui, ça reste encore le MMO le plus joué. Non, clairement. Les derniers chiffres... faudrait que je retrouve, mais je crois qu'on est encore à 8 millions de joueurs hein, dans ces eaux-là. Ouais, quand même, hein. Donc, c'est énorme. Hein. Faudrait que je retrouve les chiffres, mais ils sont encore stratosphériques. Hein. Parce Après... que il me semble que Blizzard, qui est l'éditeur, est un petit peu dans la tourmente ces dernières années. Oui. Puis ben il y a beaucoup de. En fait, ils sont dans la tourmente à cause d'un premier phénomène, c'est quand ils ont été rachetés par Activision. C'est devenu donc Activision Blizzard. Activision ont eu tous les problèmes qu'il y a eu sur certains développements de leurs jeux avec des. Comment on appelle ça, du harcèlement, c'est là où il y a eu tous les jeux vidéo gate de ces dernières années. Et donc Blizzard, dirigé par cette firme-là, a connu a été sur la même pente. Hein. Donc c'est un petit peu compliqué ouais, pour Blizzard. Et puis il y a un phénomène. Hein, moi je trouve que Blizzard aujourd'hui... je dirais pas qu'ils sont feignants, mais je sais pas, moi j'ai arrêté World of Warcraft quand j'ai vu que le virage que prenait le jeu ne correspondait plus à ce que j'avais connu et ce que j'aimais. Après, en même temps, voilà, ils innovent, ils essayent d'innover. Bon, ça plaît encore du public, hein, il y a encore énormément de joueurs, hein, mais... voilà, c'est compliqué. Ils te sortent de collections de vieux jeux qui coûtent 40 balles, où ils te sortent un Rock'n'Roll Racing, les Lost Vikings et tout ça. Les jeux sont même pas upscalés, t'as même pas du travail, c'est juste un émulateur qui te fait tourner 4 jeux et ils te votent ça 50 balles. Bon, après, t'as des petits Activision. Ah ouais. Et eux, ils ont pas le totem Nintendo. Et donc eux, on va leur dire c'est de la merde ce que vous faites. Après, le souci, c'est que t'as des mecs comme moi qui achètent quand même. Parce que même s'il a coûté 40 balles, je l'ai acheté le jeu. Parce que... joué oh oui, j'ai joué, ouais. J'adore Lost Vikings. D'ailleurs, ça sera certainement un jeu que je ferai dans un prochain soirée rétro, quoi. Moi, il y a plein de jeux rétro que j'ai découvert avec ce genre d'objet. Hein. Vraiment. C'est... Enfin bref, mais voilà, donc... Ouais, je pense qu'aujourd'hui, hein, pour revenir au thème principal, hein, les sagas... Aujourd'hui, Nintendo est clairement en position de force, puisqu'ils sont là depuis quasiment le début du marché du jeu vidéo. Ils sont pas arrivés au tout début. Hein. Il faut rappeler que Nintendo est arrivé sur le marché du jeu vidéo parce qu'à la base, ils vendaient des écrans LCD. C'est parce qu'ils vendaient des écrans qu'ils ont commencé à faire des Game & Watch, qu'ils ont vu que les Game & Watch ça fonctionnait, donc ils se sont dit tiens, le jeu vidéo ça marche, et on va développer un petit peu plus loin, et puis on va aller plus loin, et aujourd'hui... Ce qui est étonnant, c'est qu'ils aient pas réussi à faire leur propre écran pour la Game Boy, quoi. Ouais. Et c'est ce qui a fait que la Game Gear est arrivée, mais ça je pourrais en parler aussi pendant un moment. Hein. La Game Gear, faut pas oublier que c'est une Game Boy à la base. Hein. Oui, c'est vrai. C'est Sega qui a eu les plans de la Game Boy par le fabricant d'écran, parce que Nintendo leur a fait un enfant dans le dos.
sont allés à la concurrence pour les écrans parce que le fabricant propose un écran couleur, Nintendo n'en voulait pas. Et du coup, ils sont allés taper à la porte de Sega, je parle du fabricant d'écran, hein, et ils ont dit, tenez, on a les plans d'une console portable, si vous prenez l'écran chez nous, on vous donne les plans, et Sega a fait sa Game Gear sur la base des plans de Sega, de Nintendo. Et à l'époque, il n'y avait pas de souci, pour un cahier des charges, on filait les plans de la console, quoi. Aujourd'hui, vous avez plus ça, hein. Oui. C'est fini. Aujourd'hui, il y aurait quelques problèmes. Ah ouais. Avec les histoires de brevets et compagnie, ouais, je pense qu'il y aurait quelques soucis. C'est clair. Mais non, c'est... Mais voilà, donc oui, aujourd'hui, clairement, on le redit, hein, c'est la 3e émission qu'on le dit, mais voilà, Nintendo, son totem. Et aujourd'hui, on regarde hein, toutes les sagas de Nintendo, c'est... Pas l'intégralité, mais t'as beaucoup de hits dedans. On en a cité 3. On peut rajouter les Animal Crossing. On peut ajouter les Wario. Et puis derrière, tu prends les Mario Party. Et puis tu vas prendre... Il y a tellement de déclinaisons dans leur univers que les mecs... Vérifie ton Streamlabs. Je sais pas si t'as pas des ralentissements ou autre. Je vérifie de temps en temps. Non, pour moi, c'est bon. D'accord, parce que moi j'ai pas... Ton stream il est tout noir chez moi, ça se recharge pas. Ah, bah moi tout à l'heure j'ai eu le problème pour le tien, j'ai juste mis un F5 sur là, le... c'est ce que je viens de faire, mais... Moi je sais pas, là ça me dit que ça marche non, plutôt c'est bon, bien. ça charge. Ah écoute, c'est peut-être multi-Twitch qui déconne alors. Ouais, il y a peut-être aussi, il y a peut-être un souci avec le site multi-Twitch. Enfin bref, donc voilou. Et ben on va enchaîner sur le débat suivant. Ouais, le débat suivant, donc on va parler de cette fameuse vision du futur by Mark Zuckerberg, ce fameux Meta. C'est ça. Ouais, Meta, donc vision du futur par le créateur du Facebook. Ben voilà, hein, encore une lubie d'un milliardaire qui va faire, je pense, basculer l'avenir de la technologie. Voilà. Du coup, Mark Zuckerberg, hein, pour refaire un peu l'histoire que j'ai expliquée dans la news, lui, il a dit qu'il était temps que Facebook ne devienne qu'une expérience au travers d'un Meta-Universe, d'où le nom Meta. Meta, hein, qui veut dire en grec aller plus haut, c'est la métaphysique, c'est la physique un peu plus haute et tout ça. Donc méta, c'est ça, c'est l'idée du surpassement, du dépassement de soi et de la condition humaine. Et donc justement, c'est ça, hein, Mark Zuckerberg, hein, ce qu'il veut à travers méta, c'est de proposer une expérience dans un monde virtuel afin de briser les barrières, que ce soit les barrières de la connaissance, que ce soit les barrières de la langue, ou que ce soit nos barrières physiques. Aujourd'hui, on ne peut pas être astronaute, et le Meta-Universe te permettra de vivre une expérience d'astronaute et d'aller explorer peut-être la Lune, Mars et voilà, compagnie. C'est ça. Vous pouvez pas le faire par vous-même, c'est pas grave, Meta est là. Meta est là. Et du coup, je vous invite à aller sur le site, donc c'est sur le site de Google, allez découvrir ce que Mark Zuckerberg définit à travers Meta. Hop, je vous le mets dans les deux chats. Le site est assez intéressant, hein, qu'ils ont fait autour de Meta. On y voit des vidéos où justement Mark Zuckerberg va interagir avec son avatar qui va vivre dans ce monde virtuel. Et on parle beaucoup de réalité virtuelle, mais Meta, c'est pas que la réalité virtuelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Meta va aussi essayer de s'occuper de la réalité augmentée. C'est-à-dire, hein, on en a déjà entendu parler, des lunettes connectées où on aurait un petit écran... salut Under.
un petit écran sur les lunettes où on pourrait avoir les infos, le GPS intégré, le cours de la bourse. Tu demandes la moindre info, tu l'as direct dans ton, à ton œil, quoi. Voilà, c'est ça aussi l'expérience méta, c'est pouvoir aller dans des endroits inexplorés, se En tout cas, déplacer dans c'est l'objectif qu'il essaye de communiquer autour de Meta, hein. Et est-ce que ça va pas être juste un gadget de plus comme a pu l'être à l'époque sur PlayStation, le PlayStation Home, Mhm. qui est quasiment mort dans l'œuf, hein, qui était vraiment un espace virtuel, et puis finalement qui n'a rien donné, quoi. Ouais. Les gens s'en sont lassés très vite. Mais je pense que ça peut marcher. Tout simplement quand on voit, alors c'est pas encore hyper répandu parce que la technologie a quand même un certain coût, hein. Un casque de réalité virtuelle, c'est pas donné aujourd'hui, hein. Un bon Ah bah casque, non. c'est 400-500 euros, quoi. Donc c'est quand même assez cher. Mais je pense que ça peut fonctionner quand on voit les expériences que tu peux avoir à travers des jeux sur la réalité virtuelle. Comment il s'appelle ce jeu qui est hyper répandu? VR Chat. VR Chat, c'est Ça un me parle pas du phénomène. tout celui-là. Ah, VR Chat, alors ça, c'est un phénomène. T'iras voir sur YouTube. Tu tapes Ouais. VR Chat. Et. Comment? Et tu verras en gros, c'est des salles ouvertes où tu vas interagir avec toutes les personnes connectées à cette salle. C'est un gros chat, mais en réalité virtuelle. D'accord, bah tu vois, ça me parle pas celui-là. Mais c'est exactement ce qu'avait fait le PlayStation Home à l'époque. C'est un peu plus développé, mais c'est un peu l'esprit, ouais. C'est un peu plus développé, mais c'est à peu près l'esprit. Un casque VR à 30 balles under. Tu as la marque du casque VR parce que après faut faire attention, hein, des casques VR. Mm. Tu peux en trouver à 30 balles, mais dans ce cas-là, il faut soit que tu mettes ton smartphone dedans, soit c'est Ça. parce que moi C'est des ce qu'on casques appelle VR, les j'en ai connu. cardboard, un truc comme ça. J'en ai connu un casque VR. Comment il s'appelait C'était le Virtual Boy, le premier casque VR qui était fait par Nintendo. Oui, c'est ça. Le C'était Virtual Boy. C'était des une espèces de expérience lignes. aussi. Ah bah ouais, c'était des espèces de lignes vectorielles en rouge sur fond noir. Ah là là. Le C'était quelque Virtual chose. Boy. Le souvenir de ce casque, c'était T'as été énorme. le chercher loin celui-là. Ah ouais, mais. T'as été le chercher loin. Ah ouais, non mais. Mais n'empêche que c'est le premier casque. Alors, Ah, mais on est loin de la je suis réalité d'accord. virtuelle, hein. On est très Ah, loin de la on est réalité dans le virtuel. Hein. Ouais, ouais, Pas ouais. beaucoup de réalité. C'est clair, hein. Mais ça avait le mérite d'exister. Hein. Et tu regardes aujourd'hui, les casques, le haut niveau design n'ont pas beaucoup évolué, hein, comparé à celui de l'époque, hein. Ah non, c'est clair. Hein. Tu prends le dernier, là, l'Oculus 2. C'est la même chose, le même type de lanière que t'as sur le tour de ta tête et sur le dessus, avec la grosse lunette devant toi. Mais ça a pas beaucoup évolué. Donc voilà, oui, l'expérience que propose Mark Zuckerberg, et pour moi, tout va dépendre du prix des technologies qui seront associées à ce projet. C'est-à-dire que si le prix de la techno est accessible, ça marchera. Oui, sûrement. Ça marchera. Mais si on est encore sur un prix où aujourd'hui, voilà, hein, qui est capable de sortir 500 euros, c'est pas tout le monde sortir 500 euros pour un casque. Et puis si on veut des technologies un peu sympas pour s'immerger encore plus dans le truc, comme tout à l'heure, les systèmes de gants pour ressentir les objets que tu toucheras dans le virtuel, combien ça va coûter, quoi. Ah ouais, c'est clair.
Donc, C'est toute la peine parce que ça, c'est qu'un prototype et il a parlé que de ça, mais il y a déjà des sociétés qui vont plus loin, hein. Dans le monde du jeu vidéo, il y a des espèces de cages, on va dire comme ça, où en fait c'est un espèce de tapis légèrement incurvé avec une sangle qui te tient à la taille et tu glisses en fait avec tes pieds et ça te permet de marcher dans le jeu vidéo. ah bah, Tu tiens ton arme, t'as le casque de réalité virtuelle, enfin t'es vraiment en immersion totale Ready dans le Player jeu vidéo. One. Exactement. C'est Et exactement ce qu'on des voit quand ils combinaisons qui te font ressentir les sensations, ça commence à popper aussi, hein. Donc, non, c'est. Aujourd'hui, on arrive à un point où la fiction, ce qu'on a vu dans les films de science-fiction, est en train de nous rattraper. Est en C'est train de ça. nous rattraper. Alors, pour le meilleur ou pour le pire, à voir, hein, parce que c'est pareil. Qu'est-ce que. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, tout ça, hein, sur le papier, quand ça s'est créé, c'était beau, hein. C'était beau, Ah c'était ouais, ouais. propre. Aujourd'hui, on voit les dérives que ça connaît, hein. Ouais, c'est compliqué. C'est savoir de qu'est-ce qui sera. Et puis pareil, est-ce que ça sera quelque chose qui sera que sous la coupe de Facebook? Du moins, sous la coupe de Meta? Est-ce que ça sera quelque chose qui s'ouvrira? Il y a aussi cette question-là, quoi. Avec Facebook, j'ai un doute sur l'ouverture quand même, hein. J'ai peur que ça reste quelque chose d'assez fermé dans son petit monde. Mm. À voir. Mais À voir, après, à voir. alors, ça fait flipper, hein, parce que quand on écoute le discours quand même de Mark Zuckerberg, hein, l'objectif c'est d'inventer l'avenir d'Internet. Et si pour lui l'avenir d'Internet c'est Meta, ça veut dire que Meta deviendrait la super plateforme Internet qui contrôlerait tout, quoi. De toute façon, ce mec a une ambition démesurée. Ah oui. Il paraît humble, enfin en tout cas il paraissait parce qu'il était toujours en jean et t-shirt noir, un peu à la Steve Jobs, mais c'est un mec qui maintenant ne sort pas sans son costume. Il a compris quand même que pour un chef d'entreprise, il fallait faire péter la cravate, et le mec commence à ne plus se prendre pour une merde. Ce qui était déjà pas le cas avant. Il vivait à la cool. Aujourd'hui, non, c'est un vrai homme d'affaires, dirigeant de méga sociétés. Bon, Ouais. est-ce qu'on n'est pas dans autant de la mégalomanie que de l'avancée technologique, tu vois, je me demande si le mec... Bon, il a toujours. Mais de toute façon, on va pas se mentir, hein. Là, t'es sûr que t'as un problème sur Ce ton genre stream? de personnes ont des personnalités très mégalomaniaques. Steve Jobs en est l'exemple aussi, hein. C'était un mec, il semblait cool, hein, quand on le voyait, hein. Aujourd'hui, quand on a quand même des retours, il était pas si cool que ça, le bonhomme, hein. Ah, ouais, c'est clair. C'est Et clair. ouais, je pense que c'est des masques qu'ils mettent, hein, pour paraître cool, pour paraître Mm. pareil, hein. Cette année, en ce moment, c'est comment il s'appelle, qui envoie nos Français, qui a envoyé notre Français dans l'espace, Elon Musk. Aujourd'hui, le Mm. mec semble très cool. Je suis pas sûr que dans la réalité, il soit si cool que ça, quoi. Ouais, c'est clair. C'est bah après, pour arriver à ce niveau-là et gérer des empires pareils, je pense qu'il faut avoir quand même un peu de faut pas être trop cool et trop gentil non plus, quoi. Oui, oui, c'est sûr, c'est sûr. Donc voilà, donc j'étais en train de chercher, voir un petit peu comment Google avait réagi à la sortie de Meta. J'ai cherché, j'ai pas... Ouais. J'ai pas trouvé grand-chose. J'ai pas trouvé grand-chose de Ouais, bah ça... réaction. Ça a pas trop réagi, j'ai l'impression. Alors, qu'est-ce que nous prépare Google? Je sais pas, parce que je pense qu'il va quand même y avoir une réponse. Ça me semblerait bizarre, hein, que Google... Google qui avait déjà fait changement de nom, hein. Oui, oui, oui. Ils étaient devenus Alphabet, Google. Oui. Mais ils ont vite rétro-pédalé là-dessus. Je sais pas s'ils ont rétro-pédalé. Ou alors c'est la plateforme qui est complètement morte dans l'œuf, j'en sais rien.
Parce que l'objectif, c'était pareil, c'était qu'Alphabet, en fait, c'était tout ce qui allait contenir Google, YouTube, tout leur Mhm. service à eux, en fait. Je sais pas si ça... Tiens, je suis en train de chercher, hein. Je suis en train de chercher en même temps qu'on fait l'émission. Vous voyez, on construit aussi l'émission pendant l'émission. Les mecs prêts, quoi. C'est... Ouais, c'est ça, on est... Parce que tu vois, tiens, 2015, l'annonce de Google qui devient Alphabet. Ouais, mais Par Alphabet, contre... on n'en entend plus parler. Ouais, c'est ça. Pour moi, c'est le truc, c'est mort dans l'œuf, ça aussi. Bah écoute, pour En toi, fait, ça ça a l'air a encore fait d'être au grand terme. bruit ça a fait grand bruit pendant 15 jours, et puis pouf, une fois l'effet d'annonce passé, C'est, tu plus vois, rien. ouais, je suis en train de regarder, ça a l'air d'être encore en vie, hein, Mm. pourtant. Hein. Ah ouais, bah écoute. Parce que tu C'était quoi? vois, C'était le réseau social de Google, non? alors non, Alphabet, c'était une holding qui comprenait donc Google Inc., Google Nest, Calico, Hmm. Capital J, Google Fiber, Jigsaw. En gros, ça comprenait Ouais, toute leur boîte en fait. C'est oui. exactement ce que fait Meta, quoi. C'est la maison mère de Google, en fait. C'est ce qui devenait la maison mère de Google, ouais. Hmm. Et tu vois, là, Parce que je reviens sur l'aspect réseau social. Google avait son réseau social à une ah, époque. Comment ça s'appelait? C'était pas non, Circle ou un truc comme ça? non, non, oui, ça a commencé par Circle, c'est devenu Google. Comment c'était ce réseau social Google? Oh. Et puis ils l'ont fermé après. Ah oui, oui, lui, il a fermé, oui. Mais là, c'était Hmm. pas un réseau. Ouais, là, on parlait des holdings. C'est pour ça que je parlais d'Alphabet. C'était Ouais, la ouais, mais holding. Mais moi j'étais resté sur l'idée que c'était le réseau social de Google. Google, attends, réseau social, comment il s'appelait? Là, j'ai Ah, retrouvé je sais ça plus. tout de suite. Je sais plus. J'ai un trou. Google Plus. Ah Ça a bah oui, été Google+, Google tout Plus, simplement. tout bêtement. Fermeture en 2019. Ah ouais. Ouverture en 2015, fermeture en 2019. Ah, il aura pas fait long feu celui-là. Ouais. Donc, N'hésitez pas à nous dire dans le chat ce que vous en pensez de ce métaverse. Comment vous voyez votre futur, vous? ouais. Est-ce que vous le voyez dans un univers virtuel, connecté, ou plutôt est-ce que vous êtes vraiment terre à terre et que ces choses-là, ça vous dépasse Toi, Stéphane, tiens, N'hésitez- réponds voir à la question que tu viens de poser, toi. Ton avis là-dessus. Je suis partagé en fait. La réalité virtuelle, pourquoi pas? Pourquoi pas? Après, je pense que c'est pas pour tout le monde. Parce que déjà, il y a des gens qui sont extrêmement sensibles à ça. Il y en a plein qui sont malades dès qu'ils mettent un casque de réalité virtuelle sur Ouais. la tête. Parce qu'on n'a pas tous l'oreille interne qui est faite pareil. Et si visuellement tu vois pas la même chose que ton corps ressent, notamment grâce à ton oreille interne, eh ben, ça peut te rendre malade. Il y a plein de gens qui sont malades. Donc déjà, à moins de résoudre ce problème d'oreille interne pour tout le monde, ben, ça sera déjà pas accessible à tous. Après, moi je pense qu'il faut quand même garder les pieds sur terre, que la réalité virtuelle doit rester un loisir. C'est mon avis, hein, on parle vraiment d'un côté personnel. Pour moi, il faut que ça reste un loisir, une activité temporaire, limitée dans le temps, et pas devenir le quotidien, quoi. Moi, je me vois pas juste sortir de la réalité virtuelle pour aller chier et pour bouffer, quoi. Il y a un moment... Non, mais disons les choses franchement, c'est Oui, bon, oui. c'est plus de 22 h, les enfants sont couchés. Non, il y a un moment, moi, mes besoins, ils sont dans le monde réel. J'ai pas envie de vivre un monde complètement simulé. Après, je conçois que quelqu'un qui a un handicap sévère, qui serait incapable de se déplacer, même de parler, peut-être que la réalité virtuelle, couplée à un petit peu de transhumanisme, pourrait permettre d'accéder à des nouveaux métiers, à des nouveaux moyens de voir le monde. Pourquoi pas voyager sans avoir à bouger de chez soi? Oui, oui, pour ça, je suis pour apporter de l'accessibilité à des gens qui n'en ont pas.
Là, ça peut devenir intéressant. Mais pour le commun des mortels, valide, en activité professionnelle, non, pour loisir, pour se divertir, ouais, mais ça s'arrêtera là, quoi. C'est... Je te rejoins. Après, il y a des choses qui font rêver hein, dans cette réalité virtuelle, personnellement. On en parlait comme exemple tout à l'heure, mais moi, je pourrais jamais vivre l'expérience d'un astronaute. Mais de me dire que justement, il y a des expériences qui me sont inaccessibles, qui pourraient me devenir accessibles par la réalité virtuelle, ouais, ça me plairait, ouais. Je comprends. Tout bêtement, hein, aujourd'hui, j'ai déjà joué là, chez mon frère Skits TV. Avec la réalité virtuelle, j'ai joué à un jeu de voiture, un jeu de F1. Aujourd'hui, j'aurais jamais l'opportunité de jouer, de conduire une F1. Et ben en réalité virtuelle, aujourd'hui, la sensation, elle est folle, quoi. Sincèrement, tu me mets un F1, une F1 avec un siège, t'en as aujourd'hui, hein, qui se font hein, des sièges un peu dynamiques, une sensation avec un peu de vent, un truc comme ça. Limite, on s'y croirait, quoi. Alors, il faut que ce soit vraiment bien fait, parce que pour le coup, moi, je sais pas si tu as déjà essayé Highway. Non. Alors, il y en a un sur Lyon, je sais pas s'il y en a que sur Lyon ou s'il y en a ailleurs en France, mais c'est des simulateurs, ils en font la pub à la télé, où on est vraiment dans le cockpit de la F1 ou d'une voiture de rallye, on a des écrans de partout, ça bouge dans tous les sens et on pilote. Moi, j'ai testé le rallye. Ouais. Je n'avais pas l'impression de conduire une voiture, j'avais l'impression d'être sur une savonnette. D'accord. C'était immaniable. Visuellement, c'était pas très beau, donc pas très réaliste. Et j'ai trouvé ça, mais d'un chiant et pas agréable, nul, mais vraiment nul. Ouais. Alors, je sais plus pourquoi j'ai pu faire ça gratuitement, mais c'était naze, c'était vraiment naze. Je sais pas si t'as vu le dernier jeu de moto là. En réalité virtuelle, celui-là il doit être fou. Qui va sortir Ride 4, un truc comme ça sur PS5. Quand tu vois les images, t'as l'impression de jouer à t'as pas l'impression d'être sur un jeu vidéo en fait. Ouais, je suis d'accord. Pour avoir testé sur PlayStation 4, du coup, le PlayStation VR, alors c'est sympa, mais j'ai joué à Gran Turismo, qui est quand même la perle des simulations auto. Non, je suis désolé, le jeu, il te divise la résolution par deux, du coup c'est tout pixelisé, oui c'est en 3D et en réalité virtuelle, t'es immergé dedans, mais la définition, la résolution d'écran est si basse, la qualité est donc pas terrible, tu vois rien, et ça te gâche l'expérience, ça te file mal à la tête, et j'ai trouvé ça naze, encore une fois. Donc la réalité virtuelle, si vraiment on arrive à atteindre des qualités et une immersion suffisante, pourquoi pas, mais je maintiens à titre de loisir pour le commun des mortels, quoi. Après, tu vois, moi il y a des choses qui m'ont fait rêver dans le cinéma qui sont en train d'arriver. Tu prends les films Iron Man ou Minority Report, ce genre de système où alors on n'est pas sur la réalité virtuelle, mais là je vais parler de la réalité augmentée, où tu vas pouvoir manipuler des écrans, des images pour travailler des plans, des éléments de codage, des choses comme ça. Ça, moi, c'est un truc, mais qu'est-ce que ça me ferait rêver de pouvoir avoir ça, quoi. Eh ben, achète-toi une Kinect V2. Ça sera, je sais pas si je ferai pas ça jeudi, mais ça va être un de mes streams un soir. Utiliser la Kinect pour gérer des choses avec les mains, comme dans Minority Report. Et j'ai essayé, hein, avant de vous présenter ça en live, j'arrive à allumer, à éteindre ma lumière avec ma main droite. C'est j'ouvre, je ferme ma main droite, ma lumière s'éteint, ma lumière s'allume. C'est génial, on est dans Minority Report. Et l'objectif avec tout ça à terme, ça sera de piloter mon stream avec la gestuelle. Pour dire, ok, bascule d'écran, affiche un pop-up. C'est l'idée d'utiliser toute la gestuelle pour piloter mon stream. Et après, il faut fouiller dans un logiciel que j'ai trouvé qui permet d'interagir avec la Kinect et balancer des lignes de code dans les logiciels de stream. Mais techniquement, c'est faisable. Voilà. Il y a des trucs super sympas à faire. Donc là, ça existe en fait.
Il y a le logiciel qui permet d'interfacer ça, et après, faut réussir à configurer le logiciel pour faire ce qu'on veut faire. Mm. Mais voilà, en tout cas, ouais, c'est... Je sais pas, il y a des choses qui me font envie. Par exemple, moi, je vois... Une des raisons à l'époque où je voulais m'acheter une 2008, une voiture... pas une 3008, pardon, pas 2008, 3008. C'était le petit écran... pour avoir la vision tête haute. Parce que, voilà, c'était un peu... Alors, c'est pas la réalité augmentée, mais... si, quand même un petit peu, parce que tu avais une projection d'une information sur ton environnement direct. Et c'est de l'ordre du gadget, mais c'est ce genre de petits gadgets à la con qui me plaisent et qui, je trouve, qui sont pas grand-chose, mais qui améliorent grandement ton expérience utilisateur. C'est vrai, ouais. Après, il y avait les Google Glass, hein, ça n'a pas trop fonctionné, mais qui apportait justement toute cette notion de réalité augmentée. Et, alors, pour en avoir porté, j'ai eu la chance de tester. Alors, c'était pas des Google Glass, je sais plus c'était quelle marque. Moi qui suis porteur de lunettes, aujourd'hui, les mecs, ils ont quand même encore du boulot pour la miniaturisation, tout ça. Parce que t'avais quand même l'impression de porter des lunettes de 3 kilos, quoi. Ouais. Et puis, bon... ça commence à coûter cher en prise, hein, parce que à côté de ta table de nuit, il te faut la prise pour le smartphone, il te faut de la prise pour le radio réveil. Aujourd'hui, il te faut la prise pour ton casque Bluetooth, et puis il te faudra la prise pour tes lunettes, et puis il te faudra la... C'est les multiprises, va te falloir des multiprises à 15 entrées, quoi, au final. Ah, mais non, bientôt t'auras la prise dans le cul directement. C'est toi qui mettras les doigts dans la prise avec les ports directement sur toi. Arrête, je l'ai fait ce week-end, moi j'ai pris une châtaigne. Ah. Ouais, putain, j'ai installé une caméra de surveillance dehors. Et j'ai coupé le disjoncteur. Alors déjà, j'ai mis une demi-heure avant de trouver quel était le bon disjoncteur. Donc je coupe la prise, sauf que j'ai pas de VAT, comme on utilise en entreprise. Je n'ai qu'un multimètre et puis une prise avec une ampoule. Donc multimètre, rien, la prise, rien. Je démonte tout, je fais passer mes câbles et puis je mets le doigt sur un des fils et j'ai pris une châtaigne. Sauf que j'étais sur un escabeau à 1 mètre de hauteur et j'ai pris le 230, quoi. Ouais. Alors que j'avais coupé le disjoncteur. Donc... En fait, j'ai mesuré entre la terre et mes phases et neutres et j'ai 180 volts de chaque côté, quoi. Et j'ai pas 230. Ouais. Donc voilà, mais j'ai pris une belle châtaigne. Donc ouais, moi je suis déjà en charge depuis samedi. Donc je suis survolté. T'es survolté. Non mais voilà, donc c'est vrai que cette expérience, ça fait peur, hein, parce que tout ce qui est pareil, on n'en a pas trop parlé, mais du transhumanisme, hein, l'autre vision du futur, c'est-à-dire l'homme augmenté, parce que moi j'ai eu la chance de travailler pour une société qui travaillait sur le cœur artificiel Carmat, et là on commence à parler de produits purement biotechnologiques pour remplacer des organes humains. Il y a des prothèses oculaires, hein, dans le même ordre. Hein, voilà, les prothèses oculaires. Des aveugles des non-voyants arrivent à retrouver la vue grâce aux prothèses oculaires. Hein, donc et puis pareil pour la surdité. Après, on parle aussi des prothèses toutes courtes. Hein, aujourd'hui, les prothèses qu'on crée lorsque l'on perd un membre... aujourd'hui sont directement connectés sur les nerfs et sont capables de reproduire les mouvements du membre manquant, quoi. C'est... Sur les prothèses un peu en animatronique, quoi, hein, avec de l'électronique et des moteurs et tout ça. Il y a du gros progrès qui a été fait, hein. Après, il y a du progrès, oui, ça coûte encore extrêmement cher. Et là, on tombe parce sur... que chaque prothèse est unique et nécessite un développement custom, quoi. Il n'y a pas de grand standard sur les prothèses, quoi. Mais là, on arrive... alors, c'est plus Ready Player One, c'est plutôt Cyberpunk.
2077, mais on arrive dans la vision du transhumanisme où on va changer de membre artificiel aussi facilement qu'on va changer de vêtements, quoi. Ouais. Ah bah tiens, aujourd'hui je mettrais bien le bras articulé avec les pinces croco et Il y avait aussi un on est là, film quoi. comme ça, comment il s'appelait c'était Ripomen, je crois. Où c'était une société qui te permettait d'acheter des organes. Et en gros, c'était l'histoire de mecs qui venaient. En gros, les gars s'endettaient à mort pour avoir des nouveaux organes et tout ça. Et quand tu pouvais pas payer, t'avais justement les mecs, les ripomen, qui étaient payés pour reprélever l'organe qu'on t'avait greffé, quoi. Mhm. Et C'est... mais c'est quelque chose qui fait un peu flipper, hein, cette histoire de transhumanisme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce sont tellement des coûts inaccessibles. Ça veut dire qu'en gros, demain, est-ce que ça voudra pas dire que seules les personnes qui pourront se le payer auront cette chance de vivre plus longtemps que les autres parce que on leur aura changé un cœur, on leur aura changé un poumon, on leur aura changé... Et donc, ça fait partie des sujets au niveau du transhumanisme qui sont... le transhumanisme, mais à quel prix, quoi? Et à quel moment, à partir de quel moment, on bascule, on perd notre humanité et on ne devient pas une machine, quoi. C'est ça, et à quel moment aussi tu deviens pas juste un coup et non plus un être humain, parce que C'est ça. à partir du moment où le maintien ou la prolongation de la vie va coûter extrêmement cher, et ben du coup ta vie aura un prix. C'est ça. Bon, après, il y a des pays qui le font déjà, hein. Oh ça y est, j'ai mon Wisebot qui m'a mis un message enfin. Eh ben dis donc, il était temps qu'il se réveille lui. J'ai un exemple. Moi j'ai travaillé pour Alstom Transport il y a quelques années. Et le prix de la sécurité ferroviaire en fonction des pays, c'est... En gros, Pas le même. on va te définir un budget pour la sécurité ferroviaire en fonction du coût de la vie que va déterminer le pays ou la région du monde dans lequel tu te trouves. Généralement, en Europe, le coût de la vie, il n'est pas calculé sur le coût d'une vie, il est calculé sur le risque. C'est-à-dire qu'en gros, on va dire que tu dois avoir autant de chances de mourir d'un accident de train que de te faire écraser alors que tu marches sur un trottoir. Ah ouais. Donc ça va se baser sur des statistiques, des choses comme ça. Et en gros, ça va être ça. Mais tu as des pays comme la Chine où on va te dire, une vie ça coûte tant. Et donc, ton train transporte tant de personnes. Et donc, ton coût de la sécurité ne doit pas dépasser le prix total du nombre de voyageurs que tu as dans ton train. C'est dingue. Et voilà, tu as des pays où c'est comme ça. Moi, je t'avoue, j'étais choqué quand j'ai appris ça à l'époque. Parce que du coup, je travaillais pour des pays différents. Et quand on m'a expliqué ça, et t'avais des sociétés comme Alstom qui, eux, on va dire, avaient la philosophie plutôt européenne où le prix de la vie n'a pas réellement un coût, tu vois, tu chiffres pas le coût d'une vie, mais tu vas chiffrer sur un risque potentiel d'accident. Et des fois, ça passait pas en Chine de leur expliquer ça. Parce que ça voulait dire que le coût que tu allais générer dans ton projet pour assurer la sécurité de tes voyageurs était beaucoup plus cher que eux. Alors eux, c'était hallucinant, hein, mais c'était la vie, c'était à peine $1 millier de souvenirs. J'ai pu le chiffrer en tête, mais c'était rien. Je crois qu'en France ou en Europe, une vie est estimée à 50 000 euros. Enfin, c'est rien, quoi. Et encore, visiblement, c'est déjà pas mal. Ouais, non, mais... C'est... C'est dingue, Et donc, il y a cette question de transhumanisme. Alors après, on va pas en parler, mais il y a tous les aspects aussi un petit peu théologiques ou religieux autour de cette notion de transhumanisme. Alors déjà, il y a le côté éthique, et après, il y a le côté, effectivement, croyance qui va rentrer en ligne de compte. On va dire plus large que religieux, mais croyance. Voilà. Ouais, voilà, croyance, c'est... Parce que il y a quand même quelque chose, c'est...
Ben, à travers ça, à quel point tu dénatures l'humain, en fait. Mhm. Et... Parce que bon, là, aujourd'hui, on n'est pas encore arrivé à ça. Et il y a des films qui le traitent très bien. Mhm. Un film comme Transcendance, je vous invite à le regarder avec Johnny Depp, qui va Mhm. parler justement de cette question de transhumanisme, mais là, ça va être sur la question du cerveau et de l'esprit et de l'âme. Ouais. Donc le film est assez intéressant. Le film est assez intéressant. Et justement, là, on n'en y est pas encore, mais il y a des études et des recherches qui sont faites justement pour commencer à Ouais, ouais. avoir des cerveaux non naturels, quoi. Sur des questions un peu similaires, il y avait le film Her, qui est sorti en 2013 avec Joaquin Ah Phoenix, oui, où le oui, oui, mec tombe amoureux de son système d'exploitation qu'il a développé lui, je crois. oui, c'est une IA, ouais. Euh, ouais, il tombe amoureux d'une IA. Enfin, je crois qu'à la base, c'est un système d'exploitation sur base d'intelligence artificielle. Et Mhm. le mec tombe amoureux de cette entité. Mais du coup, est-ce qu'il y a une légitimité à cet amour ou pas? Parce que c'est pas vraiment une personne. Enfin, c'est des questions Mhm. assez complexes et qui sont intéressantes. Voilà, c'est... Ce soir, on a hésité là pour l'émission, mais on n'a pas trouvé de contact, d'essayer d'avoir soit quelqu'un qui était plutôt côté philosophie, sociologie, ou pour un petit peu discuter avec un professionnel du secteur qui pourrait nous donner un peu son avis sur la question. Mais c'est un sujet qui Bah, est sensible et je pense qu'on en reparlera à d'autres reprises au cours de la saison de Geekologique. Mais mm. voilà, c'est... J'ai pas retrouvé, il y avait Google qui avait une page sur justement les recherches qui étaient en cours au niveau euh, humain amélioré. Mm. Euh, et c'est hallucinant quand on voit ce qu'ils font, quoi. Le... C'était quoi? Ils sont en train de théoriser. Google est en train de travailler sur la théorisation de la vie éternelle. C'est quand même pas anodin, quoi. C'est pas anodin du tout. C'est. En gros, ils sont en C'est train de clair. théoriser que on pourra uploader nos consciences dans un cloud. Et en gros, à la mort de notre corps, nos survivants pourront converser avec notre conscience qui sera enfermée dans une sphère numérique. C'est... c'est Ouais, glauque. c'est hallucinant. C'est glauque. C'est bon. Je C'est ce propose qu'on que... s'arrête là pour ce soir, Steve. Ouais, on va s'arrêter là. En gros, c'est bizarre tout ça, mais voilà. On va montrer vite fait le logo de la prochaine La émission. semaine, Tu ouais, la l'as prochaine. encore? Eh ben, je l'ai pas, non, du coup, pas en version noire, enfin, pas Ah, en version couleur je l'ai inversée. pas. Ouais, je l'ai pas en inversé non plus, donc je vais le Ah, diffuser. Je vais le diffuser eh ben, on va le en mettre classique, en bannière. en bannière, Est-ce que ouais. je l'ai? Oui, je l'ai. On Donc va le attends, mettre je en vais faire bannière. pareil. Et du On va coup, changer la donc, bannière. vous essayerez de deviner. Donc, on vous laisse là, du moins, on va vous laisser 2 jours. En gros, mercredi soir, on vous mettra le thème. On vous mettra le thème, les thèmes et le détail de l'émission. Puisque C'est la ça, prochaine parce que émission ne sera effectivement, pas. Ouais. Vas-y. voilà, prochaine émission lundi, puisque comme on a une semaine de décalage, on reprend le rythme habituel Hmm. de Geekologique, donc on réattaque la semaine prochaine pour un nouvel épisode, et après 15 jours, Voilà, 15 on jours reviendra 15 après, jours. Ouais. et 15 jours après, ça sera la dernière émission de l'année, on fera une spéciale Noël, hein, parce qu'on sera proche de Noël, et on reprendra qu'en janvier. Peut-être pas la première semaine de janvier, on reprendra peut-être la deuxième semaine de janvier, hein, ce qu'on avait dit, Ouais, on fera peut-être une pause de 3 semaines, nous. Mhm. Et on reprendra tranquillement Ouais, c'est ça. mi-janvier. De toute façon, on vous en reparlera de comment on refera la reprise cette année. C'est pas totalement Ouais. fixé parce qu'en plus, professionnellement, moi, ça tombe à une période début d'année où je vais être beaucoup en déplacement. Donc voilà. Donc on va voir un petit peu comment on s'organise dans tout ça. Mais voilà. Donc vous avez la bannière. Donc on va vous faire jouer là. On va le mettre après l'émission. On va vous la mettre
sur la page Geekologique. Ouais. Vous proposez vos thèmes comme d'habitude. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Jeudi déjà, on vous donnera le fil de l'émission. Et on se retrouvera lundi pour cet nouvel épisode de Geekologie qui sera déjà le numéro Épisode 4. L'épisode 4. De Geekologie. Donc voilà, écoute, merci Stéphane à toi pour cette nouvelle soirée. Eh ben, avec plaisir, merci à toi également. Et puis, je te propose que de notre côté, on host Grumpy, qui est en train de faire sa petite émission aussi. On se pose. Alors, je sais pas de quoi il parle ce soir, mais... Eh ben, allez, allons-y. Alors, attends, faut que j'aille. J'ai toujours pas trouvé comment on le fait depuis Streamlabs. Je le fais depuis... tu le fais pas Twitch, dans ton chat, tu fais /host, et puis tu mets Grumpy Dim. Moi, je préfère faire des raids, moi, en fait. Ou tu fais /raid. Hein. Après, c'est la même chose. Hein. C'est point d'exclamation raid, c'est ça? Non, /. Le / qui est au-dessus de ton 2 points. D'accord, /raid et... Et tu fais Grumpy, puis tu Grumpy Dim, GRUMPY _DIM. Avec un arrobase devant. Non, tu mets pas d'arrobas. Donc voilà. Donc, alors après, avant d'appuyer sur entrée, parce que quand tu vas lancer le raid, ça va partir direct, quoi. Donc ça va couper ton stream. Donc on va se dire au revoir et puis on vous laisse donc du coup avec Grumpy Dim et son émission On se pose. Allez, ciao, bonsoir. Allez, à demain pour mon stream et à jeudi sur celui de Michael. C'est exact. Ciao tout le monde. Ciao.